Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à cette nouvelle masterclass, ce tout nouveau cycle en finance et comptabilité publique. Je suis ravi de vous accueillir. Aujourd'hui, nous allons parler préparer son budget à la lumière du PLF 2024. C'est le thème de notre émission d'aujourd'hui, mais vous retrouverez notre tout nouveau cycle de masterclass dès janvier 2024 avec l'intégralité du programme. Donc, bienvenue avec nous pour ce nouveau cycle de masterclass en finance. J'ai le plaisir d'accueillir avec moi en studio Luc-Alain Verviche, directeur des études de la Banque Postale, et Mohamed Toubi, directeur des finances et de la commande publique de la ville de Jarny, également expert VK sur les contenus relatifs au budget et à la comptabilité publique. Merci à tous les deux infiniment d'être avec nous pour ce lancement de ce nouveau cycle. Alors, avant d'entrer dans le vif de notre sujet, un petit, non pas rappel, mais un petit brief sur ce que vous retrouverez sur votre espace abonné, en plus de vos sessions en direct de masterclass. Vous retrouverez donc sur notre site VK un espace abonné sur lequel vous retrouverez, en vous connectant, des contenus, des outils, des actualités, en lien évidemment avec l'ensemble des thématiques qui seront traitées dans nos émissions. Donc voilà, par exemple sur l'émission du jour, et vous retrouverez bien entendu, ce qui est très important, les replays de chaque émission, donc l'intégralité du replay, et puis les petites capsules vidéo qui vous permettront de consulter tout ça de manière très pratique. L'adresse, elle est ici, smart.bk.fr, donc n'hésitez pas à vous connecter déjà pour aller voir le programme, aller voir l'interface, comment cela se traduit. Aujourd'hui donc, préparer son budget, regarde la loi de finances 2024, décryptage du PLF, c'est la période, hein, c'est traditionnel désormais. Alors voici ce que nous allons traiter aujourd'hui, avec bien sûr un décryptage et puis un vrai regard opérationnel et pratique hein, sur l'élaboration du budget, préparation du débat d'orientation budgétaire, etc. Contexte financier et économique, vous avez souhaité commencer par évidemment la mise en contexte financier. Avant de passer à cette première partie, petite question sondage, vous pouvez répondre en direct. Première question, votre collectivité organise-t-elle une présentation des grandes mesures de la loi de finances? Oui, non. Je vous laisse répondre et on reviendra sur les résultats de ce sondage. Et une dernière chose, cher public, vous pouvez bien sûr poser vos questions à nos deux intervenants. Ça se passe en bas à droite de votre écran, vous avez un petit onglet questions. N'hésitez pas tout au long de cette émission. On s'arrêtera régulièrement pour traiter ces questions, échanger, débattre avec vous et avec Luc-Alain Verviche et Mohamed Toubi. Le contexte macroéconomique tout d'abord. Cher Luc-Alain. Voilà, merci beaucoup. Et je crois que c'est important effectivement de commencer par dire que le PLF c'est bien, mais la préparation du budget c'est mieux presque. Le PLF c'est le code de la route. Ce qui compte en fait c'est de prendre la voiture et de préparer le voyage. Alors préparer le voyage ça veut dire qu'on sait à peu près la météo effectivement qu'on va avoir et la circulation qu'on va avoir. C'est un peu ce qu'on essaye de décrire avec le contexte macroéconomique tel qu'il est prévu dans la loi de finances d'une part, dans le projet de loi de finances, et puis tel que nous-mêmes à la direction des études de la Banque Postale on a essayé de l'observer sur 2023. Même si j'y reviendrai, on a quelques désaccords assez marqués par exemple avec la Cour des comptes sur ce plan-là. Bon, première caractéristique, d'abord, petit rappel, le Haut Conseil des finances publiques, qui examine les hypothèses économiques, a eu l'occasion de dire qu'elle lui paraissait optimiste, mais qu'elle n'était pas infondée. On peut donc partir de l'idée que peut-être, effectivement, ce que l'État prévoit, ce que le gouvernement prévoit se concrétisera, et ce que le gouvernement prévoit, vous voyez, c'est une légère accélération de la croissance économique, on serait à plus 1,4% en 2024, après le tassement qu'on ressent un petit peu en France, peut-être dans les territoires, même si les territoires, évidemment, sont assez variés sur ce plan. Avec une inflation qui, alors là, tout le monde est à peu près d'accord sur cette réalité qui décélère, comme on dit. D'abord, elle décélère en moyenne en 2023 par rapport au choc que ça a été en 2022 et que, oui. Évidemment, j'imagine que dans ta commune, vous avez complètement supporté. Et ça devrait décélérer encore plus en 2024. On y reviendra tout à l'heure puisque vous savez évidemment que l'inflation a un rôle très important en matière de revalorisation des valeurs locatives et donc de recettes du foncier bâti en particulier. Les taux d'intérêt qui ont monté très brutalement depuis le printemps 2022, aujourd'hui semblent se stabiliser et ce qui est intéressant c'est que
d'une part la Banque Centrale Européenne qui a piloté cette remontée très très rapide et très brutale finalement, avec les effets que ça a eu, notamment sur les conditions de financement, on en reparlera tout à l'heure. La Banque Centrale Européenne semble dire aujourd'hui qu'elle est plutôt satisfaite des résultats qu'elle commence à obtenir en matière de, finalement, freinage un petit peu de la dynamique économique. Et donc, on s'attend plutôt à ce que l'année prochaine voit le début d'une diminution des taux directeurs de la Banque centrale. C'est-à-dire qu'on pourrait avoir, effectivement, au deuxième semestre 2024, peut-être un début de baisse, que d'ailleurs les marchés anticipent un peu, puisque quand on regarde la courbe des taux, c'est une situation qui est assez rare, qui s'est produite déjà, mais qui est quand même assez rare, c'est que les taux courts sont plus élevés que les taux longs. Ça veut dire qu'il est à la limite plus intéressant aujourd'hui d'emprunter, alors soit à taux très long, soit à taux court, mais pour une durée brève, en anticipant qu'ils vont baisser. Donc c'est ce qu'on pense nous aussi, mais pas tout de suite. Clairement, il faudra sans doute attendre la fin du printemps ou le début de l'été. Et puis, le dernier élément, alors ça, c'est un élément extrêmement fort, c'est la question du déficit public. Vous savez qu'il y a belle lurette qu'on ne respecte plus les fameux critères de Maastricht. Il y a des engagements de l'État, on pourra en reparler, notamment quand on parlera de tout ce qui relève du verdissement, mais on a quand même dans les anticipations une baisse du produit intérieur brut en du déficit rapporté au produit intérieur brut en 2024. Évidemment, c'est une démarche un peu collective, hein, qui concerne essentiellement le budget de l'État, aussi celui de la sécurité sociale, aussi celui des collectivités locales. Alors, un tout petit retour peut-être sur l'inflation, qui a été un choc. Alors peut-être pas pour des gens comme moi, parce que j'ai commencé ma carrière administrative il y a bien longtemps, mais en revanche pour beaucoup d'élus et de cadres territoriaux, l'inflation telle qu'on l'a vue l'année dernière, elle était complètement oubliée. Hein. Je crois que c'est vrai, ça vous a surpris l'année dernière. C'est vrai que l'impact de l'inflation sur 2023, ça a été quelque chose d'assez important, d'inédit, et on va le voir par la suite, parce que l'objet de la masterclass, c'est comment préparer son budget et son débat d'orientation budgétaire au regard du PLF 2024. Et pour abonder dans le sens de Luc Alain, on voit une chose fondamentale, il s'agit de données macroéconomiques, celles qu'on a vues juste avant, les données d'inflation qu'on va voir maintenant, et c'est là où les collectivités doivent impérativement anticiper. C'est-à-dire qu'elles doivent mettre en perspective les mesures du projet de loi de finances, mais également toutes ces données macroéconomiques, qui sont quelquefois un peu ardues à comprendre, hein, mais qui sont importantes parce qu'elles ont un effet, typiquement sur des consommations courantes, sur du recours à l'emprunt pour financer l'investissement. Et ces données-là, à mon sens, par exemple, on va le voir parce que, et on verra ce qu'il faut éviter pour les collectivités quand elles rédigent leur débat d'orientation budgétaire. Il ne s'agit pas de lister les mesures du projet de loi de finances, c'est de les mettre en perspective en fonction de l'état des finances de sa collectivité. Et c'est pour ça que ces données-là doivent apparaître. Parce que la question, c'est à qui je destine ces informations-là. L'élu, quand il va prendre une décision, arbitrer entre deux investissements, on parlera du verdissement à la fin de la masterclass, faut qu'il ait en tête, lors de son arbitrage, de sa décision, ces données qui sont fondamentales. On l'a vu principalement sur l'énergie, on reviendra sur l'amortisseur électricité, mais c'est vrai que sur le combustible et même sur le bâtiment et les travaux publics, je pense que tu vas en parler, c'est quelque chose là c'est un effet par ricochet. C'est-à-dire que les collectivités lancent, et surtout, on verra quand on reparlera du cycle, il y a deux cycles dans un mandat. Le premier cycle, la maturation de nouveaux élus qui viennent d'être élus, et c'est à compter de 2023-2024 que les investissements sont les plus importants. Et on voit que là, en termes de consultation de marché public, hein, le BT01 et le TP01, travaux publics et bâtiments publics, on voit que les indices sont à la hausse. Je pense que tu en parleras et qu'il faudra mettre en perspective ces données-là. Et c'est vrai que c'est d'autant plus important que l'année 2022 a été marquée par l'impossibilité, notamment pour toutes les collectivités qui avaient voté leur budget en décembre-janvier, d'anticiper en fait ce qui allait se passer. D'où la difficulté en cours d'exercice de réarticuler en fait les conditions de l'équilibre budgétaire. Alors c'est vrai que ça nous intéresse nous de montrer un petit peu ces éléments. C'est ce qu'on fait avec ce graphique qui montre quand même la décélération. Hein, on le voit, les courbes qui avaient atteint un pic, notamment au début de l'année, commencent quand même à retrouver des niveaux un peu plus normaux. Alors c'est pas parce que l'inflation décélère que les prix baissent, hein, entendons-nous bien. Ils augmentent moins vite. Mais on le voit par exemple aussi sur l'alimentaire, c'est la courbe jaune qui intéresse directement les communes, notamment en matière d'équilibre et de gestion des cantines scolaires. Il y a eu effectivement, entre la fin de l'année 2022 et puis
le milieu de l'année 2023, une accélération extrêmement forte. Tout ça est évidemment à intégrer dans la préparation budgétaire. Je pense que c'est absolument évident. Alors, l'inconvénient de ces indices de prix et de celui qu'on va présenter au Salon des maires mardi, le fameux panier du maire qu'on rédige depuis maintenant 17 ou 18 ans, c'est qu'on prend des indices qui sont effectivement des indices théoriques, qui correspondent pas toujours à la réalité des coûts supportés par les uns et par les autres, et notamment effectivement l'amortisseur électricité, le retour au bouclier tarifaire voté en loi de finances 2023, ça a eu un effet d'atténuation par rapport à ce qu'aurait été l'impact des prix, effectivement, par exemple dans le domaine énergétique. Mais c'est important de bien voir et de bien expliquer effectivement au moment du débat d'orientation budgétaire ces éléments de fragilité, de façon que, parce qu'on peut plus considérer aujourd'hui qu'un budget voté sera en fait immuable au cours de l'année. On a beaucoup plus en fait de risques d'évolution infra-annuelle. Je te rejoins quand tu dis que par exemple c'est vrai que sur le vote en décembre, janvier, un principe d'antériorité budgétaire, beaucoup de collectivités ont dû ajuster leurs prévisions budgétaires en cours de mandat. Et le deuxième point sur lequel je te rejoins et qui est fondamental, qui est important, c'est que même si l'exercice est difficile, hein, je le comprends, mais ces données-là, il faudrait les adapter en fonction de la forme de la collectivité. Une collectivité, par exemple, qui a beaucoup recours à la restauration scolaire, le périscolaire, verra ses prix des produits alimentaires fortement augmenter. Il y a des structures, autant en parler, on le verra, c'est comme l'effet Covid. Il y a des structures qui ont été peu touchées par l'effet Covid. Et inversement, il y a des structures qui ont été énormément impactées par l'effet Covid. Je pense qu'on aura l'occasion aussi d'en rediscuter. C'est vrai qu'il faut, comme tu le dis, prendre les données macroéconomiques, mais les assaisonner en quelque sorte à sa sauce propre. C'est clair que, par exemple, sur les carburants, l'impact de l'évolution des prix des carburants a plus touché les opérateurs de mobilité, par exemple, qu'une commune, même si elle a un parc automobile. Et la question que l'on posait à tout le public qui est avec nous aujourd'hui, votre collectivité organise-t-elle une présentation des grandes mesures de la loi de finances? Vous êtes 78% à nous répondre non. Donc la communication de ces éléments-là, notamment peut-être pour les élus ou pour exactement, parce que conseil. Souvent, en fait, c'est cyclique. La préparation budgétaire, elle vote du budget dans une collectivité ou un établissement. On a tendance, bien entendu, pour les structures pour lesquelles c'est obligatoire, à voter son débat d'orientation budgétaire accompagné d'un rapport d'orientation budgétaire. Et ensuite, il y a le vote du budget primitif qui donne le là pour l'année. Et c'est vrai que, Julien, cette question est importante parce que c'est quelque chose, quelquefois, de lointain, d'ardu. Il y a des débats entre guillemets, qui concerne des spécialistes sur la loi de finances 2024, mais on le verra, que ce soit sur l'agence de l'eau, que ce soit sur le budget vert, que ce soit sur d'autres thématiques, il y a un impact pour d'autres services, pour d'autres entités au sein d'une collectivité. Donc peut-être que les collectivités devraient avoir un temps, pas forcément un séminaire, pas forcément une demi-journée, mais lors d'une réunion de direction, d'une présentation aux agents comme aux élus, une petite présentation synthétique des éléments de la loi de finances peut revêtir un intérêt. Surtout quand il y a des mouvements importants tels qu'on les a connus depuis un an et demi, 2 ans. Et c'est vrai que la culture des finances publiques, elle a vocation à être partagée quand même, pour que chacun intègre un petit peu les contraintes et les chances que ça représente. Alors parmi les contraintes potentielles, on a effectivement les conditions du redressement des finances publiques. Ce que traduit cette courbe ici, c'est plusieurs choses finalement. D'abord, c'est la courbe noire qui est tout en bas, c'est le déficit des administrations publiques françaises, avec dans la prolongation en pointillé les perspectives de redressement qui sont tracées par le projet de loi de programmation des finances publiques. Donc vous savez qu'il a été finalement, il sort du Parlement, mais un peu au forceps, avec l'usage du 49.3, et c'est quelque part une ambition assez mesurée, puisqu'on voit que on ne rejoindrait le fameux critère des 3% qu'en 2027. Pour y parvenir, il y a des efforts de tout un chacun, et donc on a illustré, alors c'est la courbe du haut cette fois, le déficit des administrations publiques locales, où on voit 2 caractéristiques. D'abord, un léger creusement de ce déficit, c'est-à-dire en fait, pour ceux qui nous comprennent, parce que on sait bien qu'un budget peut pas être voté en déficit, il est toujours voté en équilibre. Mais ce qu'on entend ici par déficit, en fait, c'est l'évolution de la dette. Et donc, quand une collectivité emprunte plus qu'elle ne rembourse, elle contribue à ce besoin de financement. Et on a ici, effectivement, une courbe qui traduit le besoin de financement de la fin de mandat, parce que, comme tu le disais, c'est finalement le moment où la plupart des investissements se concrétisent. Et puis, l'ambition de l'État, c'est de trouver, en revanche, une capacité de financement en 2027, donc un désendettement assez fort, dont
on peut discuter de la vraisemblance ou du réalisme, même s'il y a des facteurs un peu particuliers qui pourraient permettre d'y contribuer. Puis le troisième élément, alors sur lequel j'insiste, mais parce que j'ai naturellement mauvais esprit, en fait, c'est la succession des courbes en pointillés qui sont sur la gauche, qui traduisent en fait tous les engagements successifs que l'État avait pris vis-à-vis notamment des institutions européennes et dont on voit que, mon Dieu, ils sont quand même extrêmement difficiles à suivre, hein, parce qu'il n'y en a pas à une exception près qui ait été en fait suivie. Ça veut dire que c'est un enjeu collectif extrêmement important, mais sur lequel il va bien falloir à un moment débattre de la réalité. Alors on peut peut-être terminer à ce stade de la conjoncture sur ce que nous avons observé sur 2023 dans la note de conjoncture que nous avons publiée le 22 septembre et donc qui quelque part joue un rôle un peu particulier qu'on est les seuls à jouer, il faut bien le dire, qui est d'anticiper ce qui va se passer au cours de l'année, donc de dire un peu voilà comment on voit les 3 derniers mois. Et c'est ce qui explique d'ailleurs que par rapport au traitement de la Cour des comptes, on ait une divergence assez marquée, mais on y reviendra parce que ça m'intéresse de savoir ce qui se passe en commune. Première caractéristique de l'année 2023, c'est pour la première fois une diminution du fonds de roulement, c'est-à-dire de la trésorerie, notamment dans les départements et les régions, pour des raisons, en particulier dans les départements, qui tiennent au tarissement en fait d'une partie de leurs ressources. Tarissement de leurs ressources qu'on voit parce que les recettes de fonctionnement en 2023, selon nous, se ralentissent. Alors ça peut paraître surprenant pour ceux qui nous écoutent parce que la plupart de nos auditeurs aujourd'hui ont eu les 7%, les 7,1% d'augmentation des bases du foncier bâti et ils ont eu les quelques dizaines de millions d'euros mis par l'État dans la DGF. En fait, les 3,2, ils voient une réalité particulière, c'est la chute des droits de mutation à titre onéreux, ce qu'on appelle les frais de notaire, très importante, beaucoup plus rapide que ce qu'on pouvait penser. On estimait, nous, au mois de septembre, à 20%, et qui sera vraisemblablement encore supérieur. Donc, l'un dans l'autre, on a un effet de moyenne. Des dépenses de fonctionnement qui, selon nous, augmentent. Alors, il semblerait qu'on ait peut-être été un peu pessimiste, mais tu disais tout à l'heure que l'inflation avait quand même joué un rôle sur le budget 2023. Nous, on voit plutôt une accélération, en fait, de l'augmentation des dépenses de fonctionnement, pour un certain nombre de raisons. D'abord, les prix sont toujours là, il y a des effets de décalage, notamment les contributions, puisqu'on est toutes collectivités confondues, les contributions des départements et des régions à leurs collèges et à leurs lycées, auront augmenté de moitié en l'espace de 2 ans, ce qui est considérable. Des dépenses d'investissement, alors qui effectivement sont à la fois dans une logique de cycle, dans une logique de rattrapage après la Covid, mais aussi dans une logique de volontarisme très marquée. Et puis il y a, c'est vrai, un petit effet prix qui représente entre un tiers et la moitié de l'augmentation des coûts. Vous l'avez eu sur vos appels d'offres, vous l'avez eu sur vos révisions de prix. Donc tout ça montre bien qu'on a des budgets qui sont quand même difficiles à concevoir et finalement à suivre. Et puis le dernier élément, c'est le fait que, en dépit de ces éléments qui pourraient conduire à être un peu pessimistes, il y a quand même un optimisme implicite dans le recours à l'emprunt. Nous, on voit une augmentation légère de l'encours de dette locale, mais c'est un encours de dette par rapport à une dette qui est complètement sous pilotage, sous maîtrise, même s'il y a, bien sûr, des situations individuelles parfois un peu difficiles. Je partage le constat de Luc Alain. C'est vrai qu'on le voit sur les dépenses de fonctionnement, c'est quelquefois contre-productif. C'est ce qu'on avait connu avec les baisses de dotation en 2013-2014. C'est-à-dire qu'en fait, les collectivités jouent le jeu pour aller vite, elles vont toujours plus loin. Et donc, il y a eu ce côté où on a baissé un certain nombre de dépenses. Et il y a les dépenses aussi, il y a le niveau incompressible de certaines dépenses. Une commune, un département, une région doit financer un certain nombre de dépenses de fonctionnement. Et pour l'investissement, moi, je suis intimement persuadé que c'est une logique vraiment, comme tu disais, de cycle. On l'a bien vu parce qu'il y a eu 2 effets. Quand même, c'est un mandat très particulier, le mandat 2020-2025. Crise sanitaire concomitante pratiquement aux élections municipales de 2020. Et ensuite, une fois qu'on croit être sorti de cette crise sanitaire qui a laissé quand même des traces, il y a eu aussi le conflit en Ukraine qui, par ricochet, a eu des effets. Notamment, on l'a vu sur l'énergie. Donc, on a eu ce premier cycle de mandat qui a été très particulier. Très particulier. Donc, il y a un effet accélérateur et qui, quelquefois, aussi met
il y a le côté collectivité, mais met quelquefois certaines entreprises en difficulté également. Parce qu'il faut qu'elles aient la capacité de répondre aux appels d'offres, aux marchés publics. Ce qui n'est pas toujours simple. Et un mandat, si on ne compte pas l'année de renouvellement des conseils municipaux, communautaires, départementaux ou régionaux, c'est 5 ans. 5 ans, ça va extrêmement vite, hein, dans une logique de plan pluriannuel d'investissement. Et c'est vrai qu'on a souvent 2 cycles dans un mandat. Premier cycle de maturation et une phase d'accélération sur laquelle on viendra en fin de masterclass, notamment sur le soutien et voir comment les collectivités peuvent structurer de façon efficace et efficiente leurs sources de financement. Et ce que tu dis notamment sur la capacité du secteur économique à répondre aux ambitions en investissement est d'autant plus important que si on veut accélérer la transition écologique, il va falloir trouver des interlocuteurs en capacité de le faire. Or, ce qu'on observe aujourd'hui sur le plan économique, c'est ce qui ressort de notre service des études économiques, c'est des vraies tensions dans le secteur aujourd'hui du bâtiment et des travaux publics, faute de visibilité aussi, on le voit bien sur le bâtiment notamment, donc des entreprises qui d'une part ont parfois du mal à recruter, et qui, d'autre part, hésitent même à recruter parce qu'elles ne savent pas très bien quel sera l'état, en fait, du marché. On reviendra sur le volet investissement et verdissement, hein, des budgets et des investissements en fin de masterclass, dans notre dernier volet. En attendant, comment intégrer ces éléments, notamment ceux du PLF, dans le débat d'orientation budgétaire? Voilà, là j'y reviens, c'est vrai que c'est quelque chose de fondamental. Souvent, il y a un écueil, c'est de reprendre, on le voit à la lecture de certains rapports d'orientation budgétaire, peu importe la collectivité ou l'établissement, on a dans cette première partie contexte macroéconomique, contexte économique au niveau national, et ensuite une liste des principales mesures de la loi de finances. C'est ce que beaucoup de collectivités font, et c'est pas entre guillemets un reproche. Le problème de cela, c'est que l'élu, faut penser à celui qui va lire le document pour pouvoir débattre, parce que ce rapport est uniquement un document qui doit permettre le débat lors d'un conseil municipal, c'est une obligation, et le maire s'engage par la suite à avoir des orientations budgétaires, et à bâtir son budget en fonction de ces orientations budgétaires. Et moi, à mon sens, ce qui est important, c'est bien entendu, il faut bien entendu reprendre ces mesures-là, mais il faut à chaque fois, et c'est là où l'exercice n'est pas forcément facile, recontextualiser en fonction de sa collectivité. Je m'explique. Une collectivité, par exemple, qui ne serait pas concernée par un certain nombre de ressources. Une commune peut bien entendu parler, par exemple, de la suppression de la CVAE. Elle sera concernée parce que son EPCI sera concerné, mais elle devra moins insister qu'une communauté de communes, une communauté d'agglomération ou une communauté urbaine. Et donc il y a cette importance de recontextualiser, de ne pas se contenter de lister un certain nombre de mesures qui ne concerneraient pas directement la collectivité ou qui la concerneraient directement, mais qui se contenteraient en fait d'être schématiques, d'être dans le descriptif. Et là c'est un point important. Une collectivité doit également être critique, c'est-à-dire qu'une loi de finances a été votée, mais elle doit aussi interroger un certain nombre de choses. On le verra par la suite quand on va aborder l'amortisseur électricité, le filet inflation ou le fonds vert qui commence à prendre de l'importance. Les collectivités doivent également interroger. Les associations d'élus, que ce soit les associations de maires de France ou des intercommunalités, le font. Je ne dis pas qu'il faut être critique au niveau du rapport d'orientation budgétaire, mais il faut apporter des éléments critiques d'interrogation. On peut prendre le cas, Luc Alain a parlé de la forte revalorisation des valeurs locatives cadastrales, inédit, une revalorisation inédite en 2023, 7,1%, à peu près 4 à 5% en 2000, on présentera un schéma par la suite en 2024. Si on se contente de dire oui, les valeurs locatives cadastrales ont augmenté de 7,1%. Je suis un élu au sein d'un organe délibérant, je me dis que c'est plutôt une bonne nouvelle. Je dis qu'il y a une ressource en plus. Ce qu'il faut faire, c'est mettre en perspective cette hausse, en disant attention, certes on a notre fiscalité, nos produits fiscaux qui vont potentiellement augmenter, mais dans le même temps, parce qu'il y a un indice qui permet d'arriver à ces 7,1%, on a certaines dépenses qui, ipso facto, de façon incompressible, vont augmenter. Et c'est là où il faut mettre en perspective, en disant on a un produit en plus, mais si on le compare à l'augmentation, et Luc Alain en a parlé, qui sont l'augmentation des dépenses qui sont principalement dues à l'inflation, ça permet, ici, on peut avoir vraiment un débat intéressant. Donc, je pense que les collectivités et leurs établissements devraient recontextualiser à chaque fois, même si c'est un exercice qui n'est pas forcément simple, les mesures prévues dans le cadre de la loi de finances chaque année. Je pense que c'est d'autant plus intéressant de le dire, et tu fais parfaitement bien de le faire, qu'effectivement, le débat d'orientation budgétaire, il doit jouer un rôle
véritablement de définition stratégique des ambitions des élus. Nous publions, nous tous les ans, au début du mois de janvier, un document d'appui qu'on appelle le DOB en instantané, qui n'a rien d'instantané, mais qui peut être lu de façon instantanée, et en fait qui est une boîte à outils. Et la vocation d'une boîte à outils, c'est qu'on ne sorte pas tous les outils en même temps, parce que suivant les cas, on a besoin du tournevis, suivant les cas, on a besoin du marteau, et il y a des gens qui, à la limite, n'auront pas besoin des tenailles, par exemple. Donc, c'est vrai que c'est tout à fait important de bien comprendre, en fait, qu'un vrai rapport d'orientation budgétaire, pour qu'il atteigne sa vocation, c'est effectivement de filtrer, comme tu l'as dit, et de pointer du doigt les éléments qui ont le plus de signification dans la collectivité. Ainsi que vous l'avez dit, Mohamed, mais effectivement certains mouvements financiers. C'est ça, parce que le contexte, c'est pas le contexte de la loi de finances, par exemple ici 2024 ou hier 2023. C'est-à-dire que moi j'aime le temps long et notamment l'histoire financière des collectivités, et on voit que c'est pour ça que je qualifie souvent, on est dans un régime d'incertitude financier, voire budgétaire. Et ce, depuis la transformation de la taxe professionnelle. On voit des collectivités qui sont quelque peu bouleversées. Si on refait un peu le contexte, mais très rapide, 2009-2010, suppression, transformation de la taxe professionnelle. On a également la loi réforme des collectivités territoriales. Ici, on est plutôt sur du statutaire qui a imposé aux communautés de communes de fusionner pour avoir un seuil d'habitants au moins de 5000 habitants. Suppression de la taxe d'habitation pour les résidences principales. Et là, on va vers la suppression de la CVAE qui devait normalement se faire sur 2023-2024, et on l'apprend à la lecture de ce PLF 2024, se fera jusqu'en 2027. Et donc, si on se met à la place des collectivités, on voit, même s'il y a débat, une perte d'autonomie fiscale. Donc, notamment sur le taux, notamment sur le nombre de taxes. On verra qu'il y avait 10 taxes et qu'il y en a beaucoup moins maintenant. Ça va être très, très débattu, j'imagine, au prochain Salon des maires que tu évoquais, Luc Alain, mais c'est un des sujets, effectivement, exactement. majeurs. Parce que, et là, c'est un sujet, c'est du temps long. On voit que les collectivités, et dans le cadre du rapport d'orientation budgétaire, on doit non seulement recontextualiser les mesures du projet de loi de finances, mais on doit également recontextualiser ce qui s'est passé antérieurement. Parce que si on en arrive là, si les collectivités doivent faire des choix, si elles doivent mettre en place des plans d'économie, si elles doivent plutôt aller vers des dépenses d'investissement qui ont trait à l'environnement pour aller vite, c'est parce que il y a eu des mesures qui ont été prises les années antérieures. Et c'est très très important, notamment dans ce qui peut se passer, on le verra, on a une diapo aussi sur cette thématique-là, sur les relations financières entre collectivités. Parce qu'il y a un mouvement important, c'est que la péréquation des ressources est en train de muter. On passe d'un système de péréquation de type vertical, de l'État vers les collectivités territoriales, où on a de plus en plus de types de péréquation de type horizontal. Il y a eu la tentative du FPIC, depuis 2010 à peu près, qui commence à... Voilà. Et on voit aussi d'autres enveloppes, et même des enveloppes d'investissement. On parlera de l'enveloppe DETR. Et donc il est important pour les collectivités, d'avoir un regard critique, et d'avoir un regard aussi contextualisé. C'est-à-dire qu'à un moment, il faut éviter de reprendre les mesures de la loi de finances, premier écueil, et deuxième écueil, de se contenter, même si on les recontextualise, de reprendre qu'une recontextualisation que de ce PLF 2024. Toujours à mettre en regard des autres lois de finances antérieures. Alors bon, concrètement, je ne sais pas quel est le calendrier que vous avez adopté à Jarny. Par rapport à ça, comment est-ce que concrètement vous prenez l'avancement du PLF, le suivi des mesures, les incertitudes, comme tu le disais, sur ce qui sortira du Sénat et sur ce que le gouvernement finalement conservera, et puis votre propre processus? En fait, Jules Lucalin, ces deux termes, c'est prudence et même pessimisme. C'est-à-dire que maintenant, on essaye, en termes de calendrier, d'anticiper la préparation budgétaire. Septembre, voire même pour d'autres collectivités, juillet, notamment dans des notes de cadrage, des lettres de cadrage, et énormément de prudence en termes de recettes. C'est-à-dire qu'à un moment, il faut éviter d'être optimiste en termes de recettes. Et l'exercice inverse au niveau des dépenses, c'est-à-dire qu'on a tendance à maximiser un certain nombre de dépenses, dans une sorte de cartographie des risques, en se disant notamment, parce que je pense que les collectivités ont quand même été marquées, moins par ce qui s'est passé dernièrement, mais par ce qui s'est passé depuis 2013-2014 avec la forte baisse des dotations, notamment la dotation globale de fonctionnement, parce qu'ici, on a eu un effet vraiment direct. On a eu un effet direct où
à chaque fois, des collectivités, des établissements, chaque année, ont vu leur dotation baisser. Donc la préparation budgétaire, elle s'articule plus sur un effort, un cadrage sur les dépenses, avec un effort aussi sur les recettes prudentes, hein, toujours être prudent en termes de recettes, et de réflexion. Par exemple, si on prend le cas de la fiscalité, je sais que nombre de collectivités ont tendance à réfléchir sur l'effet base. Parce que l'effet taux a ses limites, c'est-à-dire augmenter les taux chaque année, on l'a vu, il y a quelques cas qui ont défrayé la chronique ces temps derniers, et les collectivités préfèrent avoir plusieurs leviers. Donc il y a cet effet base où on réfléchit, on essaie de classer des logements, des locaux professionnels, on met en place de nouvelles taxes aussi, taxes d'habitation sur les logements vacants, je sais qu'on va en parler par la suite, ou taxes sur les friches commerciales. Donc on a une fiscalité qui en ce moment est en train de muter. Donc vraiment sur la préparation budgétaire et la loi de finances, donc là, on va avoir des services finances qui vont jouer un rôle important parce qu'ils sont vraiment spécialistes de la question. Ils vont devoir essayer, autant que faire se peut, ils vont essayer d'anticiper ce qui va être voté, même si ce n'est pas facile, et ils vont modéliser une sorte d'équilibre budgétaire par le biais de deux outils qui sont fondamentaux au sein d'une collectivité ou d'un établissement. C'est la prospective financière et le plan pluriannuel d'investissement qui, obligatoirement, impérativement, doit être adossé à la prospective financière. On commence par cet exercice-là, et ensuite on a un effort de cadrage, soit en fait de reconduction, soit de compression. Voilà. Ça m'inspire une question, alors, dans le cadre d'une masterclass qui est destinée essentiellement effectivement aux cadres territoriaux, parce que je l'ai été moi-même, hein. Finalement, de la répartition des rôles dans la prévision entre la direction des finances, pour faire simple, et puis les élus. Parce que, à t'entendre, on a le sentiment que un budget sincère, c'est un budget où on évalue les recettes le plus bas possible, et les dépenses le plus haut possible. Est-ce que c'est pas un risque un peu en termes de sincérité, ou est-ce que ça contribue, pardonnez-moi, est-ce que ça correspond pas tout simplement à un sentiment suivant lequel l'élu a plus tendance à prendre des risques et donc il faut le maîtriser un peu, si je puis dire. En fait, c'est un peu le mauvais rôle du directeur des finances au sein d'une entité. C'est-à-dire que l'élu aura toujours tendance, faut ne jamais oublier qu'il a été élu sur un plan de mandat, qui se traduit par la suite par un plan pluriannuel d'investissement, par des opérations, et donc le directeur des finances doit voir en fait entre le PPI cible et le PPI qu'on peut atteindre. Donc il a ce côté un peu pessimiste, annonceur de mauvaises nouvelles, empêcheur de tourner en rond. Et à un moment, il faut un équilibre au sein d'une entité. Donc forcément, il va y avoir d'autres acteurs. L'élu, tu en as parlé, qui pourra jouer. Parce que attention, Luc Alain, le rôle du directeur des finances, c'est pas de dire à un moment, voilà ce que vous devez faire. C'est de dire, voilà ce que vous pouvez faire. Oui. Monsieur le maire, madame le maire, vous voulez un PPI, mettons, à 15 millions, à 20 millions. Là, le PPI cible avec la prospective financière est de 13 millions. Mais si vous voulez un PPI cible de 15, voire 20 millions, voilà ce que je peux vous proposer. Soit un effet fiscalité, soit un effet de réduction sur certaines dépenses. Oui. C'est là où, en interne, Luc Alain, on va avoir ce débat. Et tu as raison de poser cette question qui est fondamentale et qui va certainement intéresser les cadres territoriaux qui doivent s'occuper de ces questions-là en interne. C'est un moment bien organisé, ce débat avec les élus. Éviter, par exemple, d'arriver typiquement en conseil municipal, en bureau municipal, en conseil communautaire, en bureau communautaire, sans avoir eu ce temps de préparation en amont. C'est fondamental. C'est fondamental. Poursuivons. Place de la transition écologique dans le budget des collectivités. C'est plus que jamais d'actualité, évidemment. Ben, on le dit souvent, Julien, qui finance influence, et on voit que là, il y a quelque chose d'assez nouveau. Et ça ne concerne pas que le soutien. On le verra, on parlera du budget vert en fin de masterclass. Le fonds vert qui prend une place très importante, qui est un peu polémique également, parce qu'il y a une partie de la CVAE qui a été affectée au fonds vert. Et on verra qu'il y a des critiques également vis-à-vis du fonds vert. Pourquoi ? Parce qu'on voit qu'il y a un système maintenant de guichet. C'est-à-dire qu'on le voit sur l'amortisseur électricité, je fais juste une parenthèse, sur le filet à inflation, filet de sécurité inflation, où le fonds vert, il y a un vrai système de guichet. C'est-à-dire que on voit que les grandes dotations, la plus connue étant la dotation globale de fonctionnement, a tendance à stagner, voire baisser, on va le voir, et l'État a tendance à développer un certain nombre maintenant d'enveloppes consacrées aux projets des collectivités. Il y a non seulement le fonds vert, donc on en parlera, mais il y a également deux dotations qui sont importantes, la dotation de soutien à l'investissement local pour les communes EPCI, la dotation de soutien à l'investissement départemental pour les départements, et la DETR. Et on voit que le taux, il y a un taux pour une enveloppe, en fait, il y a 20 à 30 pour le taux pour les
les investissements qui sont liés à l'environnement, pour ces 3 enveloppes-là, sont passés de 20 à 30%. Et j'ai quelques chiffres qui sont importants. Par exemple, pour les communes, les investissements en termes d'environnement, en 2021, c'est des données de 2021, on était à 3,9%. C'est peu. Pour les EPCI, on était à 18,8%. Mais attention, dans ces 18,8%, il y avait les dépenses relatives à la collecte et au traitement des ordures ménagères. Et si on note cette partie-là, on descend à 6,6%. Donc on pourrait dire que l'État a pris conscience, notamment par rapport à ce qui se passe. On voit le dérèglement climatique qui concerne un certain nombre de collectivités. On l'a vu récemment, malheureusement, pour le Nord-Pas-de-Calais. On l'a vu. Et on l'a vu que les collectivités, et pas que les collectivités et leurs établissements, acteurs importants également, l'agence de l'eau, les dépenses qui auront un caractère environnemental seront demain de plus en plus importantes. Voilà. C'est tout à fait clair et ça explique. Alors, on peut le regretter par rapport à 30 ou 40 années de décentralisation, notamment parce que c'était construit aussi sur la globalisation des financements. On peut regretter cette orientation vers un ciblage, et comme tu le dis, qui ne touche pas d'ailleurs que l'État, puisque les départements et les régions s'orientent également de plus en plus vers ce type de dispositif, mais ça correspond aussi aux moyens peut-être d'accélérer ce qui était une ambition nationale partagée, alors dans des conditions qui sont effectivement complexes, parce qu'on reviendra, il n'y a pas que des dépenses vertes, hein. Le projet de loi de finances tel qu'il est actuellement au Sénat a introduit au dernier moment par 2 amendements ce qui est mentionné ici, c'est-à-dire l'exigence d'une comptabilisation administrative à partir de 2024 pour les collectivités de plus de 3500 habitants des dépenses favorables ou défavorables à l'environnement, et puis effectivement facultativement cette fois, une annexe consacrée aux moyens de financement. C'est l'introduction en fait de la notion de dette verte qui est aujourd'hui un vrai sujet, parce qu'on considère que quelque part il y a une vraie nécessité d'y aller. D'un autre côté, il faut admettre, je le répète, que toutes les dépenses ne seront pas vertes, ne peuvent pas être vertes, et qu'il faut garder une capacité. Alors tu as évoqué la réduction de la dotation globale de fonctionnement. On peut considérer, on va y revenir, que c'est un petit pas positif, le fait que l'État réinjecte un peu d'argent sur la DGF, mais clairement, il y a sans doute un équilibre à retrouver par rapport à ces 2 éléments. L'interaction entre les cycles, alors nos auditeurs les connaissent, mais bien l'articulation entre eux qui est importante. Rappelez les dates, parce que c'est vrai qu'on la connaît, cette date importante maintenant du 15 avril, hein, il y a eu un report depuis quelques années pour voter son budget primitif. Pour les communes et leurs EPCI, il y a cette obligation d'avoir 2 mois avant un débat d'orientation budgétaire qui doit être voté, et on voit que la loi de finances qui est examinée en octobre-novembre, hein, mais qui était un peu antérieure pour l'examen de certaines mesures, et donc on a une préparation budgétaire qui doit nécessairement être anticipée et s'adapter à ce calendrier-là. Et c'est surtout sur le premier trimestre des collectivités qu'on a souvent des problématiques et des difficultés. Typiquement sur la fraction de TVA, on aura l'occasion d'y revenir. L'exercice est difficile pour les collectivités. On a quelquefois un peu cet effet émotionnel, ascenseur, où on a une bonne nouvelle, et là on a vu que nombre de collectivités, parce que la fraction de TVA est intrinsèquement liée à la TVA, à la consommation, mais avec une année de décalage qu'on ne connaît pas forcément, que les collectivités et leurs établissements ne connaissent pas forcément. Il y a ce qui est assez classique, typiquement l'état 1259 pour connaître le niveau des bases avec différents effets. L'effet, Lucas là en a parlé, de la revalorisation, et également l'effet physique, savoir s'il y a des nouveaux habitants sur un territoire. Et ces éléments sont quelquefois transmis aux collectivités et à leurs établissements, et c'est normal, hein, parce qu'il y a un temps aussi de constitution des 10 dossiers en février voire mars. Et typiquement pour la fraction de TVA, on le voit. Lucas là en parlait sur l'ajustement des prévisions budgétaires. On voit, moi, les collectivités pour lesquelles je suis directeur des finances, notamment la communauté de communes, a été concernée sur la fraction de TVA. Il avait été annoncé un produit. Là, au dernier trimestre, on nous a annoncé un produit qui diminuait quand même de 200 000 €. Absorbable, bien entendu, mais effet quand même important. Oui. La question qui va se poser, c'est comment on procède pour 2024 ? Oui. Quelles données on prend en compte? Et comment on présente ces grands équilibres? Et c'est là où l'exercice devient quand même difficile, parce que la fraction de TVA, que ce soit pour les régions, les départements et les EPCI, rappelons que la fraction de TVA pour les départements et les EPCI ont remplacé pour les EPCI la taxe d'habitation, pour les départements la taxe foncière dont la part départementale a été transférée aux communes, ça devient un produit important, quelquefois même le premier produit.
Donc il y a, après il y a débat, hein, il y a une sorte de dépendance aussi, hein, parce que pour une collectivité ou un établissement, si vous additionnez la dotation globale de fonctionnement et la fraction de TVA, vous atteignez quelquefois 50 voire 60% des ressources. Oui. Et là, il y a un vrai débat. Parce que là, c'est pas forcément des ressources sur lesquelles la collectivité ou l'établissement va pouvoir avoir un impact, à la différence des produits fiscaux ou des produits des services. Alors c'est vrai que ce sont des éléments avec lesquels il faut compter. On pourrait ajouter le cas du FPIC, puisque la notification du FPIC se fait encore plus tardivement. Oui. Et pour l'anecdote, puisqu'il faut quand même un sourire de temps en temps, il m'est arrivé de dire à la DGCL que publier les montants individuels de DGF le 1er avril, comme ça s'est produit il y a 2 ans, n'était pas nécessairement une bonne idée. Mais on voit bien par ailleurs la difficulté à laquelle se retrouvent eux-mêmes les services de l'État quand il s'agit de traiter par exemple des dispositifs comme la DGF qui sont devenus d'une complexité extraordinaire. Je ne sais pas combien en France on trouverait de gens qui soient capables d'expliquer l'ensemble des dotations de la DGF spontanément, mais je pense qu'ils sont quand même pas très nombreux. Posez vos questions, hein, continuez tout au long de cette émission, posez vos questions, n'hésitez pas. Moi j'ai une question, parler du débat d'orientation budgétaire. Est-ce que tous les établissements, toutes les communes ont l'obligation d'en organiser un? Les communes de moins de 3500 habitants n'ont pas l'obligation, Julien, d'organiser un débat d'orientation budgétaire. Attention, depuis la loi NOTRe, 2015, elles ont l'obligation aussi d'avoir une note d'explication sur leur budget. Mais attention, ce n'est pas parce que ce n'est pas obligatoire qu'elles ne doivent pas avoir un débat d'orientation budgétaire. Vous avez des communes, moi je les connais, qui ont 2000, 2500 habitants, qui ont un budget important et qui ont des projets importants d'investissement qui sont quelquefois structurants. Vous avez quelquefois 1 ou 2 écoles, vous avez aussi des équipements culturels ou sportifs, et vous avez également des dépenses très importantes, que ce soit en termes de réseau, d'eau, d'assainissement, de voirie. Donc il est important d'avoir ce temps, même si ce n'est pas une obligation, il est important d'avoir ce temps. Ce qu'on rencontre fréquemment, je complète un peu la question, c'est qu'on a l'impression que parce qu'il y a aussi l'inverse, c'est-à-dire que pour les collectivités et les établissements pour lesquels il s'agit d'une obligation, eh bien on traite cela comme une obligation. C'est-à-dire qu'on a son fameux rapport d'orientation budgétaire qu'on envoie aux élus, le maire, madame le maire ou monsieur le maire ou le président d'un conseil départemental le présente, et il n'y a pas à proprement parler un vrai débat. Le débat doit avoir lieu, notamment sur les orientations. C'est ce moment-là, pourquoi? Parce que plus le débat serait important au moment du ROB, plus le budget primitif sera voté de façon plutôt intelligible, voire limpide. Moins on aura de débats au moment du rapport d'orientation budgétaire, au niveau de ces séances-là, plus au moment du vote du budget primitif, les questions seront précises, quelquefois compliquées à traiter, et là je parle à certains élus, en fonction de leurs oppositions notamment. Voilà. Bien sûr. Poursuivons, messieurs, concours financier, les principaux chiffres que voici. Je rappelle pour nos abonnés et futurs abonnés que ce support, toutes les informations, vous le retrouvez sur votre espace dès lundi, dès tout à l'heure d'ailleurs, sur votre espace en vous connectant. Alors, les concours financiers de l'État, c'est un vieux sujet, c'est un sujet de dialogue permanent, c'est un sujet de contestation permanent, et c'est aussi un sujet, j'allais dire, de justification permanent aussi parfois pour l'État, puisque par exemple, dans le calcul total que l'État fait classiquement de l'argent qu'il apporte aux collectivités locales, il a l'habitude d'intégrer ce qu'on appelle la fiscalité transférée, c'est-à-dire tous les impôts qui ont été transférés depuis la décentralisation, à l'exception d'ailleurs d'une partie de la fraction de TVA, on a toujours du mal à identifier, et qui représente au total plus de 100 milliards d'euros. Alors, ce qui est caractéristique, c'est que pour la première fois en 2024, il est plus discret sur cet aspect, parce que les droits de mutation à titre onéreux, qui étaient un facteur évidemment de justification, diminuent, et donc qui jouent plus tout à fait leur rôle. En fait, en 2024, le total diminue un peu par rapport à 2023. Bon, pour autant, ça reste, on le voit, un élément très important. Alors, vu positivement, parce que ce sont des moyens d'action, notamment par exemple ce qu'on appelle les prélèvements sur recettes, et on va revenir dans le détail, notamment sur la DGF à cet égard-là, 27 milliards d'euros sur la DGF, un petit supplément par rapport à 2023, un supplément de l'ordre de 220 millions d'euros qui sont injectés par l'État sur la DGF après 320 millions d'euros l'année dernière. 7 milliards, milliards, je m'exprime en millions, c'était évidemment des milliards. 7 milliards d'euros, un peu plus de 7 milliards d'euros sur le fonds de compensation de la TVA, avec une forte augmentation dont on évoquera les causes tout à l'heure, parce que je pense qu'elles concernent effectivement directement les projets, les projets communaux ou intercommunaux assez lourds. 4 milliards d'euros
au titre de la mission Relations avec les collectivités territoriales, dans laquelle on retrouve essentiellement les dotations d'investissement, mais pas le fonds vert, dont Mohamed a parlé, et puis la TVA des régions, qui est pour des raisons un peu historiques traitée à côté, et qui s'est substituée, en fait ça a été, j'allais dire, le précurseur de l'évolution qu'on constate depuis 2021, qui s'est substitué à la DGF en 2018. Les régions, de façon curieuse, sont un peu en avance sur le souci de sécurité, d'un certain point de vue, puisqu'elles ont accepté très volontiers qu'on leur enlève la CVAE, elles ont accepté qu'on leur enlève la DGF, en disant, nous, on a besoin d'une visibilité longue. Je suis pas complètement certain que la TVA soit le fruit d'une visibilité longue. C'est vrai que pour les régions, le système est un peu différent en termes de calendrier, mais en tout cas, ça montre bien l'importance. Alors ça, c'est vu côté rose. Côté gris, on pourrait considérer que c'est la marque d'une dépendance des collectivités locales aux décisions de l'État. Et qui dit dépendance dit évidemment mise sous contrôle d'un certain point de vue. Moi, j'ai l'habitude de parler de façon un peu négative du syndrome de Tanguy, dans lequel finalement les collectivités locales restent un peu chez leurs parents depuis 40 ans, parce que ça assure la sécurité matérielle, le clos et le couvert, mais d'un autre côté, après 40 ans, et puis ça permet aussi de récriminer contre la qualité des repas éventuellement. Mais quand on a 40 ans, il est peut-être temps quand même de... Alors, est-ce qu'on peut tout modifier? Sûrement pas d'un coup, mais ça mérite une réflexion. Les prélèvements sur recettes, donc, qui évidemment concernent au premier chef les budgets locaux, on a la dotation globale de fonctionnement, je le disais, à 27 milliards, un peu plus de 27 milliards, donc une augmentation de 220 millions d'euros en 2024. 7 milliards, 104 millions pour être précis sur le FCTVA, et donc notamment... Je pense que c'est un élément intéressant sur lequel on va revenir. Les dotations, le reste, c'est un peu du détail si vous voulez. Les dotations d'investissement scolaire, ça concerne essentiellement les départements, les régions, Mayotte, etc. La fameuse DCRTP qui est intégrée dans la partie bleu clair, et là aussi, dont on va reparler, parce que pour la première fois depuis longtemps, le bloc communal est un peu saisi par ce phénomène. Les compensations de fiscalité, dont il faut reconnaître qu'elles représentent quand même une part non négligeable, notamment à la suite de la révision, de la diminution par 2 des valeurs locatives des locaux industriels, qui avait été votée dans le cadre du plan de relance. Et donc, quelque part, où là aussi, on peut avoir des lunettes roses. Les lunettes roses, c'est que les compensations évoluent comme les bases. Les lunettes grises, c'est qu'elles n'évoluent pas comme les taux. Et que quand une collectivité augmente ses taux de foncier bâti ou son taux de cotisation foncière des entreprises, la moitié des bases qui a été perdue, elle, reste perdue. Et puis alors, une caractéristique qui est la diminution très forte en fait des contributions au côté énergétique en fait. L'effort de l'État l'année dernière avait été considérable, avec, tu l'as rappelé, l'amortisseur électricité pour les grandes collectivités, avec le passage au bouclier tarifaire pour les plus petites, le retour aux tarifs réglementés notamment. La loi de finances prévoit non plus par principe, mais par possibilité, la prolongation du retour aux tarifs réglementés pour le temps nécessaire. Et puis, vous l'avez vu, le débat avec EDF aboutit à ce que vraisemblablement, pour les spécialistes ou les techniciens un peu, le plafond de 36 kV en fait sur la puissance installée saute. Ça veut dire que beaucoup de petites communes pourraient effectivement retrouver ce tarif réglementé, même s'il faut bien reconnaître qu'il aura augmenté de 35% en 2 ans. Bon. Donc là aussi, rose et gris. Finalement, c'est la dualité des couleurs, je crois qu'on observe de façon assez continue. La DGF, vous en avez parlé. Voici le détail de la hausse de la DGF. Alors, et là aussi c'est intéressant, moi, chaque fois qu'on rencontre des élus, on leur donne des chiffres en masse, de 90 millions d'euros sur la DSR, ou 100 millions sur la DSR, 90 millions sur la DSU. Moi, la question qui pose immédiatement, c'est alors pour nous, ça fait quoi? Bon, c'est important de savoir qu'il y a des montants, c'est important de montrer l'effort de l'État, c'est important de montrer sur quoi ça va, et c'est important aussi d'aider les élus à comprendre comment ça fonctionne, même si il est quasiment impossible, dont certains s'y essayent et on y arrive à peu près, mais de prévoir à l'euro près ce que sera la dotation 2024 dans ta commune. Ce qui compte, c'est aussi de comprendre le mécanisme.
Et ce qui est important dans le mécanisme, c'est que, Mohamed le disait, on a depuis une dizaine d'années un transfert de ce qui a été très longtemps la péréquation verticale. L'État met de l'argent et assure une forme de redistribution dans le respect de la Constitution, puisque la péréquation est un principe d'orientation à valeur constitutionnelle, vers ce qu'on appelle la péréquation horizontale. Alors le FPIC, effectivement, 1 milliard qui part des uns vers les autres, parfois les mêmes d'ailleurs. Et puis en Île-de-France, un peu plus de 300 millions sur le fonds Île-de-France particulier. On a un système un peu similaire entre les départements, on a un système un peu similaire entre les régions, mais toujours horizontal. Et ce qui s'est passé, c'est que même la DGF, en fait, était devenue, avant 2023, un outil de péréquation horizontale. Parce que pour financer la DSR, avant 2023, eh ben, on prenait sur l'autre, on prenait sur la dotation forfaitaire. C'est ce qu'on indique dans la diapositive suivante. La redistribution horizontale interne à la DGF, c'est un facteur extrêmement important. Et c'est ce qui explique que les communes, jusqu'en 2022, se plaignaient parce que l'État disait « mais non, mais le volume, il change pas ». Oui, sauf que 50% des communes voyaient leur dotation baisser, et sans nécessairement comprendre pourquoi. Alors, je pense que c'est important de revenir sur cette logique-là. On est dans des vases communicants. L'État met 220 millions, très bien, mais il y a quand même des choses qui se passent. La démographie française augmente. Moins vite qu'avant, mais elle augmente. Donc, les communes qui voient leur population augmenter ont droit à de l'argent en plus. Les communes qui voient leur population baisser, on leur enlève un petit peu, c'est la règle du jeu, mais l'un dans l'autre, ça s'équilibre pas. Donc, il faut bien aller trouver environ 25 millions d'euros, selon nos estimations, qu'on va prendre, effectivement, sur cette dotation forfaitaire, la plus grosse composante, quand même, de la DGF, en vertu d'un certain nombre de règles, alors qui commencent à poser de sérieux problèmes. Et pourquoi seulement 25 millions? Pourquoi un changement par rapport à 2023? Parce qu'il y a une réalité, c'est que la ville de Paris payait 30 millions d'euros dans cette histoire. Mais à force de payer 30 millions d'euros, la ville de Paris s'est retrouvée à rien. Et quand on n'a plus rien, c'est très difficile de vous prendre quelque chose. Donc ça, c'est une réalité aussi. Ça montre un petit peu aussi la fragilité du système et la nécessité d'une refonte. Et puis, on a un deuxième phénomène, puisque tu gères les finances de ta communauté, c'est que la dotation d'intercommunalité, elle aussi, va changer en 2024, et qu'il y a 30 millions d'euros qui sont apportés par l'État, mais on va la faire augmenter de 90. Donc il faut trouver les 60 restants, et les 60 restants, on va les trouver sur la dotation de compensation des EPCI. En fait, il y a deux volets, la dotation d'interco, c'est un peu moins de 2 milliards, la dotation de compensation, c'est environ 4 milliards, et on va aller chercher dans le gros paquet pour donner sur le petit. Sauf que c'est pas du tout les mêmes qui sont concernés, et c'est pas du tout pour les mêmes raisons. Ce qui pose quand même, me semble-t-il, des difficultés. Ah, c'est vrai que cet effet d'écrêtement, Luc Alain, qui est connu, est très important. Sur le propos de Luc Alain, pour lequel j'abonde complètement, c'est vrai qu'on voit cet effet où il y aurait une augmentation de la DGF, mais structurellement parlant, on peut avoir des effets complètement disparates d'une commune l'autre ou d'un établissement l'autre. Il y a tout d'abord, bien entendu, la DGF pour les communes. Avec la DSR, on verra la DNP ou la DSU. Et il y a quelque chose d'important pour la dotation d'intercommunalité, comme tu l'as dit. Il y a ces fameux 60 millions qui vont être financés par la dotation de compensation et pour laquelle on va aller chercher la part que tu connais, SPS, pour c'est très technique là Julien, mais c'est important, pour les communes n'appartenant pas à un établissement, un groupement à fiscalité propre étant en fiscalité professionnelle unique. C'est très technique, mais il y avait une part SPS qui datait de 2000 compensations par salaire, de 2004, qui va être transférée, qui va également être compensée des intercommunalités vers leurs communes membres. Et j'y arrive. C'est là où on voit, et c'est là où je suis entièrement d'accord avec Luc Alain, on voit qu'il y a quelque chose de très important. Parce que là, on a présenté les choses, mais comme le dit Luc Alain, on voit que l'État transfère non seulement du pouvoir, entre guillemets, des données financières, mais également, il laisse les collectivités gérer un certain nombre de choses. On le voit sur le FPIC. Il est plus facile de dire aux collectivités, voilà votre enveloppe, elle sera d'1,5 million €. À vous et à votre établissement public de coopération intercommunale de trouver une solution. Donc des débats en interne, plutôt de dire, là, on va plutôt
aider, exemple, hein, les collectivités, on le voit, hein, par exemple en milieu rural ou en milieu très urbain, ou qui connaissent des difficultés. Elles sont aidées, attention, hein, mais on voit que l'État a tendance maintenant à être dans une logique d'enveloppe pour certaines structures. Et il y a, à la fin du phénomène, des relations fiscales et financières entre les EPCI et leurs communes membres. Donc c'est quelque chose de très important. Et cette question de la dotation globale de fonctionnement, longtemps elle a été sujette à débat au sein des collectivités et de leurs établissements. Elle a encore, j'ai un point d'accord avec Luc Alain, je pense que tôt ou tard, on aura un vrai débat sur... On avait parlé de DGF territorialisé. Il y avait eu ce projet-là qui a été abandonné. Mais on y reviendra parce qu'on voit que cette dotation, qui est quand même très ancienne, hein, ne prend plus en compte un certain nombre de données actualisées dont auraient besoin les collectivités, comme pour les régions, d'avoir aussi une vision longue. On est tellement marqué par le carcan annuel de la vision annuelle du budget qu'on a tendance à voter, à se dire oui, ben, cette année je vais avoir tel produit et qu'est-ce qui va se passer l'année d'après. Comme les régions, je pense que les départements, les structures intercommunales ou les communes ont également besoin d'avoir une vision sur le moyen ou le long terme. Et c'est vrai que dans ce cadre-là, enfin, ce que révèle la succession des lois de finances, c'est le sentiment que quelque part le système, alors craque si on est pessimiste, en tout cas est un peu vermoulu. Et quand on a quelque chose qui est vermoulu, ben on essaye finalement de faire des petites réparations par-ci par-là. Alors c'est ce qu'il y a encore d'ailleurs dans le PLF 2024 hein, sur 3 domaines en particulier qui concernent d'abord, alors je vais peut-être les prendre de bas en haut. La dotation de solidarité urbaine. Bon, pourquoi? Parce qu'on a des communes nouvelles pour lesquelles le passage finalement démographique, hein, la DSU s'est réservée au moins aux communes de plus de 5000 habitants. Et donc on a des communes nouvelles pour lesquelles on peut avoir une commune qui avait une certaine population, qui franchit un seuil et qui se retrouve dans une situation un peu différente. Donc on reconnaît ces choses-là et du coup, bah, comme par définition dans ces cas-là, les élus locaux saisissent le préfet en disant qu'est-ce qui se passe, je comprends pas. Le préfet fait remonter place des Saussets la question et la DGCL essaye de traiter en fait les situations qui sont pas nécessairement prévisibles en amont, mais qui sont concrètes sur le terrain et donc bah il y a des adaptations législatives, c'est le cas de la DSU. Sur la part majoration de la dotation nationale de péréquation, qui est perçue par beaucoup de communes hein, quand même, mais qui porte essentiellement sur la capacité économique, sur la fiscalité économique, et en plus sur la fiscalité économique essentiellement de l'EPCI, bah, on avait une règle, c'était vous perdez votre éligibilité, tant pis pour vous. Là, on transpose ce qu'on appelle les garanties de sortie, qui permettent au moins d'avoir la moitié. Quand le mois d'avril arrive et qu'on dit « Ah, je l'ai perdu, c'est très ennuyeux », et si on la perd, ça peut être pour des tas de raisons, hein, là aussi. Au moins, on a un facteur d'adaptation. Puis le plus intéressant, et ça montre quand même l'écoute des services de l'État par rapport aux réalités, c'est que pour ceux d'entre vous qui nous écoutez, il existe une fraction cible dans la DSR qui concerne 10 000 communes. Les 10 000 les mieux classées en fonction de ce qu'on appelle un indice synthétique. Alors, c'est une belle invention aussi qui essaye de dire finalement, bah, j'ai une commune qui a un peu de rouge, un peu de vert et un peu de bleu. Finalement, quelle est la bonne couleur? Et cet indice synthétique, il est fondé sur 2 choses. Un critère qu'on appelle le potentiel financier, un outil d'évaluation des ressources, et puis le revenu par habitant. Et ce qu'on n'avait pas perçu au départ, c'est qu'en commune rurale, et notamment dans les petites communes, le revenu par habitant, il est très très fluctuant. Dans une commune de 50 habitants, il suffit que vous ayez quelqu'un qui, par exemple, fait un héritage et qui encaisse les plus-values liées par exemple, à la cession des bâtiments qui ont été hérités, pour que le revenu fiscal de référence de cette personne, cette année-là, augmente, et pour que ça fasse sortir, en fait, la commune du lot. Alors, ce qui a été décidé, c'est de prendre non pas le revenu d'un an, mais la moyenne de 3 ans. Et ce que montre le graphique qu'on a préparé, c'est l'effet réel de ça. Alors, j'adore les graphiques par points. Il faut prendre un petit peu de temps. En abscisse, horizontalement, en fait, on a la variabilité du revenu par habitant d'une année sur l'autre, entre 2022 et 2023. Ça peut vous paraître surprenant, mais quand vous avez une commune où le revenu par habitant est multiplié, en fait, par 4 d'une année sur l'autre, évidemment, elle est totalement incapable, d'abord, de savoir pourquoi. Et quand on lui dit, ah bah, vous perdez votre dotation cible, vous n'avez pas de chance, c'est absolument pas normal.
ce qui est intéressant, c'est qu'en revenant à une moyenne triennale, et c'est ce que montrent cette fois les ordonnées, le côté vertical, on réduit d'un facteur 3, en fait, cet effet de fluctuation. Donc, c'est une bonne démarche. Ça montre que quelque part la DGCL intègre, c'est son rôle, les remontées de terrain qui lui sont transmises par les préfets et adapte en fait la législation. Mais bon, à un moment donné, les adaptations, je répète, il va peut-être falloir se poser la question. On avait essayé en 2015, ça a échoué pour un certain nombre de raisons. Il va falloir se poser la question d'une refonte de la DGF. Oui. Pour les EPCI. Alors pour les EPCI, bah, ce qui se passe, et Mohamed, tu l'as très bien dit tout à l'heure, d'abord c'est, on augmente la dotation d'interco, on l'augmente beaucoup plus. On était sur 30 millions par an, ça représentait pas énormément, hein, ça représentait à peu près 2% d'augmentation par an, même pas. On passe à 90, donc on va plus vite. Alors pourquoi on va plus vite? D'abord parce qu'elle est en partie péréquatrice, et on considère que c'est juste d'aider davantage les EPCI qui ont de faibles ressources et qui ont des populations à faible revenu. Et puis surtout parce que pour arriver à intégrer la réforme qui a été votée en 2019, on avait plafonné les augmentations. C'est-à-dire qu'en fait, on pouvait être dans une situation très favorable par rapport à la nouvelle règle du jeu, mais on pouvait pas quand même augmenter de plus de 10% par an. Ça veut dire que dans certains cas, il aurait fallu 35 ans pour arriver en fait à la cible. C'est comme si on vous disait, moi je vais augmenter, dites à vos enfants, bien, je vais augmenter votre argent de poche, et finalement je le doublerai, mais je le doublerai quand tu auras quitté la maison, et d'ici là tu auras 1 euro de plus à peu près par mois. C'est évidemment pas du tout rationnel, donc ce qui se passe avec ces 90 millions d'euros, c'est qu'on va pouvoir avoir des augmentations portées à 20% pour les EPCI qu'ils méritent. Et puis, il y a, comme tu le dis, un sentiment de simplification. Oui. La dotation de compensation, qui est l'ancienne par salaire et qu'avait gardé les communes qui sont en fiscalité additionnelle, on la transfère aux EPCI, à tous les EPCI. Mais évidemment, comme du coup, les communes à fiscalité additionnelle perdent une partie de leur DGF, on va demander à leur EPCI de leur verser une attribution compensatrice. Alors, on aurait pu l'intégrer dans l'attribution de compensation. C'est pas ce que la loi prévoit. Il y a un seul doute dans le texte, c'est qu'on ne sait pas très bien si l'attribution compensatrice sera indexée. J'ai tendance à penser que non. Ce qui veut dire en fait qu'on va transférer le risque des communes vers les EPCI, vers tous les EPCI. On sécurise un peu plus la situation des communes. Alors, je sais pas comment tu vois ça, toi qui finalement gères et vois les choses des deux côtés. Ben là, c'est vrai que c'est intéressant, notamment parce qu'il y a la notion aussi de pacte financier et fiscal, d'attribution de compensation qui existe déjà pour les collectivités, les établissements qui ont adopté le régime de fiscalité professionnelle unique. Et c'est vrai que moi, j'ai tendance à penser que c'est plus on augmentera le nombre de relations financières, voire fiscales, entre l'EPCI et les communes, plus ce sera entre guillemets compliqué. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est des questions un peu piégées. À chaque fois qu'on va avoir un débat sur les attributions de compensation au sein d'un EPCI comme au sein d'un conseil municipal, ces questions vont revenir. Et là, on peut avoir la question de l'indexation, si on la laisse au libre arbitre de l'EPCI, de la communauté de communes, de la communauté d'agglomération, qui connaissent également des difficultés, ça peut être difficile. Parce que il y a aussi un effet, parce que c'est un effet qui pourrait être contre-productif. Un effet que tu connais, Luc Alain, c'est le fait de coefficient d'intégration fiscale qui a un impact sur la DGF, la dotation d'intercommunalité, des EPCI, ce que n'ont pas les communes. C'est-à-dire qu'en fait, on récompense ici les EPCI qui ont connu beaucoup de transferts de compétences, de transferts qui s'accompagnent aussi de transferts de fiscalité. Voilà, c'est important. Très important, notamment avec les attributions de compensation, même là, ici, c'est très technique. Et on voit que ces relations, c'est un moment important, peut-être que ça fera l'objet d'une autre masterclass, sur les relations financières fiscales entre EPCI et communes, on voit que nombre d'entités se posent des questions, notamment en ce moment. Il y a beaucoup d'entités qui ont notamment mis en place des pactes financiers et fiscaux, et celles pour lesquelles c'est obligatoire, notamment les EPCI qui ont au moins une ville avec un contrat de ville. La question n'est pas tranchée, Luc Alain, et je pense qu'elle sera amenée à se poser et qu'elle générera un certain nombre de débats au sein des instances communautaires comme communales. Voilà. Des variables d'ajustement.
Alors, on a parlé de péréquation horizontale et en fait de la péréquation horizontale cachée un petit peu qui existait, qui existe toujours dans la DGF. Il y a une autre péréquation horizontale cachée qui est pas de la péréquation en fait, mais qui est de la redistribution. C'est ce qu'on appelle les variables d'ajustement, qui consiste pour l'État à dire je vous donne quelque chose, mais je vous en reprends par ailleurs pour en financer une partie. Et donc cette année, on a un volume qui est quand même assez important, qui est plus important que l'année dernière. Hein. C'est 67 millions d'euros que l'État reprend. Bon, on regarde tout ce qu'il met, objectivement, là encore, rose et gris. Si on est rose, on dira, bon, finalement, c'est très peu. Si on est gris, on dira, mais ça n'a pas de sens. Pourquoi reprendre 67 millions? C'est pas 67 millions de plus qui vont aggraver fondamentalement la dette publique. J'ai toujours tendance à penser que en mettant quelque chose, les services de Bercy souhaitent qu'on n'oublie pas le principe que on peut quand même reprendre si jamais on en a besoin. Alors, la traduction dans le PLF, c'est assez intéressant. C'est 20 millions d'euros pris aux régions sur la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle, la DCRTP, qui a été inventée en 2011, hein, quand on a supprimé, comme tu le disais, la taxe professionnelle. 20 millions d'euros sur les départements. Alors, l'effort est 3 fois plus important pour les régions, hein, parce qu'elles ont 3 fois moins de dotation en masse. Les 20 millions départementaux, évidemment, les départements n'ont pas aimé. Hein, ils l'ont manifesté l'année dernière. Ils sont déjà dans une situation assez difficile. Encore 20 millions d'euros par rapport à une chute de droits de mutation de 2 milliards. Objectivement, l'enjeu, il est symbolique. Et puis, sur le bloc communal, on retrouve quelque chose qui est un effort qu'on n'avait pas demandé depuis 2019. C'est 14 millions d'euros sur la DCRTP des communes et des intercommunalités. Et c'est 13 millions d'euros sur une subsistance, en fait, de la taxe professionnelle et même de la loi de 75, qu'on appelait les fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle, qui existaient dans les départements où il y avait des grands établissements dans des petites communes, des grosses usines, des raffineries, des centrales nucléaires. Les départements ont gardé la possibilité de redistribuer ça. Bon, on descend à peu près à hauteur de 250, un peu plus de 250 millions aujourd'hui. Bon, et là, on est incapable de savoir. Alors, sur les 4, on sait qui sera touché concrètement. Sur le premier, on ne le sait pas, puisque c'est le département, c'est le conseil départemental qui décide de l'affectation. Ce qui est intéressant, parce que quand tu dis qu'une des vraies pistes de travail, c'est la relation au sein de l'interco en matière financière, il y a une chose à laquelle on ne pense pas, c'est que le département joue un rôle de relations financières avec les communes. Alors ça passe par ces aides, mais ça passe aussi par des dispositifs comme ceux-là, qui serait bon parfois de regarder d'un peu plus près. Posez vos questions, continuez à poser vos questions. 2 petites questions. La première, avez-vous une prévision récente de l'évolution des bases en 2024 ? On va y venir. On va y venir. On va garder un peu de suspense. Et autre question, la spécificité des SDIS et de leur budget. Y a-t-il quelque chose de très spécifique pour les SDIS dans ce PLF 2024 ? Alors, dans le PLF 2024, il n'y a rien de particulier. En revanche, on sait qu'il y a une vraie réflexion aujourd'hui menée par l'État sur l'attribution d'une taxe, qui est la taxe spéciale sur les conventions d'assurance, qui est versée au département, alors qu'il est versé à plusieurs titres, mais l'un de ces titres, c'était le financement des SDIS. Et il y a eu un débat assez animé sur l'utilisation par les départements de cette fraction de taxe, qui a montré en fait que tous les départements, sauf peut-être un pour des raisons particulières, réinjectaient ce qui était prévu. Bon, pour autant, on sait que le financement des SDIS présente aujourd'hui un certain nombre de particularités et nécessiterait vraisemblablement un traitement. Par exemple, aujourd'hui, le financement des SDIS, c'est des départements et des communes ou des EPCI, sur des bases qui sont en partie depuis 20 ans maîtrisées d'un certain point de vue parce que plafonnées par rapport à la hausse des prix. Beaucoup de conseils départementaux ont le sentiment que le jeu est plus tout à fait équilibré, donc réfléchissent aussi à ça. Et puis, par ailleurs, le besoin des SDIS, et on l'a vu en 2022, avec notamment, effectivement, les feux de forêt, mais on le voit avec la lutte contre les inondations, ou plutôt les interventions en matière d'inondation. Vraiment, il y a aujourd'hui le besoin de repenser, par exemple, l'adaptation du financement à la sinistralité. Et ça, le chantier est ouvert. Comme tout chantier, il sera compliqué, notamment comme tout chantier qui associe plusieurs acteurs.
et notamment les SDIS, puisqu'on a en fait une double autorité, hein, l'autorité financière qui est le département avec les communes et l'autorité opérationnelle qui est sous le contrôle du préfet. Bon, c'est compliqué. Fiscalité, hein, on nous demandait les bases. Eh ben voilà, on va y venir. Alors peut-être je vais te laisser tout de suite réagir là-dessus. Hein. Voilà. C'est quelque chose, c'est une donnée qui est importante, souvent qui est accueillie comme plutôt étant une bonne nouvelle au sein des collectivités. Pourquoi? Parce que sans qu'on ait en fait, on a 3 effets pour aller vite sur la fiscalité locale. L'effet taux, que tout le monde connaît, hein, les collectivités votent des taux, taxes foncières, anciennement taxes d'habitation. Un effet physique, si on a des constructions de maisons, de bâtiments au sein d'une collectivité. Et on a le 3e effet, c'est l'effet des bases. Parce qu'en fait, ces taux s'appliquent à une assiette, une valeur locative cadastrale qu'a pratiquement chaque maison ou chaque département. Et donc, chaque année, la loi de finances vient un calcul un peu automatique, hein, lié à l'IPCH, hein, à l'indice des prix à la consommation harmonisée. C'est pour prendre en compte, pour aller vite, l'inflation prévisionnelle. On vient augmenter ces bases-là. Et c'est vrai qu'on le voit sur le graphique, on est sur une tendance haussière. On est sur une vraie tendance haussière, mais qui était plutôt, on va dire que là on est sur du temps long, mais on voit que antérieurement on était sur des coefficients de revalorisation qui allaient jusqu'à 2-3%. On a vu que déjà en 2022, le taux était quand même important. Année 2023 qui est d'ores et déjà historique. Bien sûr. Inédite. Pourquoi? Parce que là, on a atteint pratiquement 7,1%. Donc là, premier effet, un peu un réflexe, on pourrait dire, il s'agit d'une très très bonne nouvelle. Sans que j'ai à intervenir sur mes taux, sans que j'ai cet effet physique, je vais voir mes produits fiscaux augmenter. Produits issus de la taxe foncière, mais également, on en parle peu, mais de la GEMAPI, taxe très peu connue qui est censée, tu en parlais Luc Alain. On en a parlé avec les inondations. Les inondations, voilà. Absolument. Donc cette taxe-là est assise aussi sur cette base-là. Et une autre taxe aussi qui est importante, c'est la taxe d'enlèvement d'ordures ménagères. Tout à fait. Voilà. Et on le verra par la suite parce qu'il y a un vrai débat sur d'autres locaux, notamment les locaux professionnels, qui eux ne connaissent pas la même actualisation, avec une révision plutôt sexennale, et qui n'a pas aussi, mais qui est importante, parce qu'il y a un produit important, et on va voir là, il y a un débat entre notamment, quelquefois, communes et groupements à fiscalité propre, les communes qui, elles, vont voir leurs produits fiscaux augmenter par rapport à la taxe foncière. Un autre type de foncier, c'est la cotisation foncière des entreprises qui, elle, va moins augmenter, étant donné qu'il n'y a pas de vrai mécanisme de revalorisation lié au loyer. Donc c'est important, là aussi, Julien, Luc Alain, ces données-là doivent faire l'objet d'une recontextualisation. Moi, je mets en garde les collectivités et leurs établissements de juste annoncer ce coefficient, en disant que voilà, il y a cette augmentation-là, il faut la mettre en perspective, obligatoirement l'expliquer, la mettre en perspective par rapport à soi, par rapport aux dépenses qui pourraient augmenter, et également par rapport aux autres. Et 3e élément, par rapport à ce que les efforts qui ont été faits par la collectivité. Si la collectivité a mis en place une étude, notamment pour améliorer la qualité de ses bases fiscales, parce que vous savez que les logements sont classés de 1 à 8, en fonction de leur vétusté. Et si la collectivité classe un certain nombre de logements de 6 à 5, elle va voir aussi ipso facto ses produits fiscaux augmenter. Donc bien expliquer aux élus qui vont prendre des décisions, notamment augmentation des taux, et bien expliquer aussi, parce qu'il y a un acteur dont on ne parle pas ici autour de la table, c'est le contribuable. Parce que s'il s'agit d'une bonne nouvelle pour la collectivité, inversement, pour qu'il y ait un produit, il faut qu'il y ait quand même quelqu'un qui paye. Et donc là, l'effet taux plus l'effet base, et on l'a vu dans certaines collectivités en France en 2023, l'effet était quand même important. Absolument. Alors, le graphique ici est prévisionnel. Hein. C'est pour ça qu'on a indiqué entre 4 et 5, parce que on peut difficilement aller plus loin. La courbe bleue, c'est l'évolution de l'indice. Et ce qui explique en fait les grandes variations de l'histogramme rouge, qui est le coefficient de revalorisation, c'est le fait qu'on prend l'indice de novembre à novembre. Et donc ce qu'on voit, effectivement, c'est l'accélération de la courbe bleue, et ça a expliqué le 7,1%. Et puis c'est sur les derniers mois, hein, tout à fait à droite, le tassement en fait de l'indice. Alors, pourquoi entre 4 et 5? Et pourquoi quand même on a mis quelque chose en l'occurrence? Parce que
La Banque de France considère, et c'est le petit point noir au sens graphique du terme, on considère qu'on aura un taux moyen, on l'évoquait lors de l'introduction, un taux moyen de l'indice des prix, et que le taux moyen sur l'année, il résulte par définition des indices mensuels successifs. Et l'estimation, alors vous voyez, c'est vraiment la fin de la courbe bleue. Pour aboutir à ce taux moyen, faudrait peut-être avoir quelque chose de ce genre-là. Et si on avait quelque chose de ce genre-là, on aurait une revalorisation qui serait de l'ordre de 4,4. On verra ce que ça donnera. On aura un indice prévisionnel, un premier élément le 30 novembre ou le 1er décembre. Un indice rectifié à la mi-décembre et un indice définitif à la fin de l'année. Ça veut dire que début janvier, on saura en fait, sans avoir besoin d'attendre l'état 1259, quel sera le coefficient de revalorisation. Parier sur 4%, oui, c'est vraisemblablement raisonnable. Ou alors il faudrait une chute des prix au mois de novembre qu'on ne constate pas quand on va faire ses courses. Mais comme tu le disais, par ailleurs, c'est historique. C'est historique. Oui, on a des années très faibles. Alors c'est aussi de la pédagogie, parce que, évidemment, tous les propriétaires, en 2023, se sont dit, mais 7,1, c'est démentiel. Oui, si on regarde sur les 3 dernières années, ou les 4 dernières années, on est sur une moyenne annuelle qui est quand même beaucoup plus raisonnable. C'est vrai qu'il faut aussi le dire, même si par ailleurs, ils ont pu se plaindre que le plafonnement des loyers était un handicap, notamment quand on est propriétaire bailleur. C'est pour ça d'ailleurs que ça joue pas de la même façon en milieu rural, où le propriétaire, en général, habite chez lui, et en milieu urbain, où il y a énormément de locataires. C'est pour ça que ce qu'on a entendu, en fait, essentiellement protester, c'est l'Union nationale des propriétaires immobiliers, mais parce qu'elle représente aussi beaucoup les propriétaires bailleurs, et on sait qu'ils sont assez concentrés numériquement, avec parfois pas mal de propriétés. Ça n'enlève rien à la réalité. Quand on habite Paris et qu'on prend 7% de base et 52% d'augmentation des taux, ça fait mal. On peut toujours vous dire que le montant était déjà très faible et donc on a un réajustement, mais pour un propriétaire, c'est évidemment assez dur à vivre. Avec un effet important, Luc Alain, parce que c'est vrai que même la fiscalité locale a muté. Elle est maintenant extrêmement assise, notamment pour les communes, sur les propriétaires. Et donc pour l'élu, c'est quand même quelque chose d'important. Parce que là où il pouvait y avoir un effet un peu atténué, quand on votait avec, que ce soit une variation proportionnelle ou une variation différenciée des taux, on voit quelque chose d'assez nouveau. C'est-à-dire que même avec la suppression de la CVAE, on voit une fiscalité locale qui a maintenant une couleur très très propriétaire. C'est-à-dire qu'on a encore la cotisation foncière des entreprises, mais qui a été pour partie, atténuée, et on a une vraie taxe foncière sur les propriétés bâties qui relève maintenant du pouvoir des communes. Et c'est pour ça qu'on va avoir une stratégie différente, parce que les communes et le maire, et souvent pour des raisons que vous connaissez, l'élu auquel on s'adresse le premier, et donc il a tendance aussi à beaucoup réfléchir, parce qu'il y a cet effet base, parce que directement il y aura l'impact sur les propriétaires, mais pas que sur la part communale. Comme je l'ai dit, il y a également la part GEMAPI et la part taxe d'enlèvement des ordures ménagères. Et on pourrait même ajouter dans certaines régions, notamment la Nouvelle-Aquitaine par exemple, l'effet ligne à grande vitesse, puisque pour trouver les moyens de financement, on est aussi allé chercher un petit complément de taxe foncière dans certaines communes. Et c'est effectivement un sujet. Alors, ce sujet se complète d'un autre, qui porte cette fois sur la taxe d'habitation sur les résidences secondaires, qui en général sont payées par les propriétaires des résidences secondaires, qui a été maintenue à la suite de la réforme. Et ce qu'on avait vu l'année dernière, en fait, c'était un certain nombre de problèmes liés à ce qu'on appelle, dans notre jargon, la règle de lien, qui fait qu'on peut pas toucher à la taxe d'habitation sur les résidences secondaires. En tout cas, on peut pas y toucher pour frapper davantage les propriétaires de résidences secondaires qu'on ne touche aux autres. Or, vous le savez, dans un certain nombre de communes, beaucoup de littorales par exemple, il y a aujourd'hui une vraie pression sur le marché immobilier. Il y en avait une, les prix commencent un peu à baisser, mais la question se pose quand même, liée au fait que beaucoup de résidences secondaires, en fait, sont soit très temporairement occupées, soit occupées dans le cadre de location temporaire, elle aussi, c'est le fameux syndrome, si je puis dire, Airbnb, qu'on connaît bien. Et l'année dernière, les élus avaient dit, nous, on voudrait un levier. Alors le levier, il a été trouvé d'une certaine façon, en étendant ce qu'on appelle les zones tendues à des communes où c'est pas vraiment dans des territoires urbains marqués, mais où il y a une forte proportion de résidences secondaires et donc une pression sur les prix.
Et cette liste des zones tendues permet aux communes qui l'ont décidé de majorer le taux de taxe d'habitation. Donc ça, c'est un moyen de ne plus suivre la règle de lien. Et puis, il y a toutes les autres, parce qu'il y en a quand même beaucoup qui sont concernés par cette question. Et ce que le gouvernement a adopté d'un amendement qui est passé en première lecture à l'Assemblée nationale, c'est une forme de dérogation à la règle de lien quand le taux de TH est relativement faible par rapport à la moyenne. Alors, on a les textes là, hein, c'est clair, c'est en dessous de 75% de la moyenne, pour faire simple. Pour les EPCI, en augmentant un peu. Et pour les communes, en augmentant aussi un peu, avec une ambiguïté pour les communes, parce qu'on ne sait pas très bien si la moyenne s'est constatée uniquement sur les communes, ou si c'est constaté sur tout le monde, parce que les EPCI aussi touchent de la taxe d'habitation. C'est clair que, suivant l'interprétation qu'on fait, on a entre 20 et 90% de communes concernées, ce qui change quand même pas mal les choses. Le Sénat le précisera. C'est un moyen, quelque part, de revenir sur cette situation, et surtout, c'est un moyen de traiter le génie extraordinaire que peuvent trouver parfois certains cabinets de conseil et les directions financières, et qu'on a vu notamment dans 2 ou 3 cas sur le vote des taux des EPCI en 2023. Je raconterais bien l'histoire si on avait le temps, mais on peut la garder pour la fin éventuellement. Très rapidement, là, Julien, c'est vrai que sur le FCTVA, ressources très connues des collectivités, fonds de compensation pour la TVA, qui récupère, en fait, on peut récupérer de la TVA, une partie de la TVA sur des dépenses d'investissement qui émargent, c'est comptable, mais au chapitre 20, 21, 23 et certaines dépenses de fonctionnement qui concernent l'entretien des bâtiments et de la voirie. Bâtiments recevant du public, il y avait eu au moment de l'automatisation, ça c'était un souhait de certains élus, de ne plus avoir à faire du déclaratif, mais de recevoir directement le FCTVA. Il y avait eu au moment de l'automatisation une exclusion des dépenses d'aménagement, d'agencement et d'acquisition des terrains. On fait machine arrière, on revient. On revient notamment pour les dépenses d'agencement des terrains, d'où l'augmentation, Luc en a parlé dans son propos liminaire au début, de la part FCTVA, parce qu'il y a également les terrains qui vont accueillir les Jeux Olympiques, donc c'est une partie importante. Et pour toutes les structures qui vont agencer des terrains, elles pourront, ces dépenses seront éligibles au FCTVA avec les différents régimes de récupération du FCTVA. Et c'est 250 millions d'euros, d'après l'estimation de l'État. Donc c'est vrai que c'est aussi un effort particulier qui répond à des situations. Il y a l'aménagement aux Jeux Olympiques, il y a tout ce qui relève des aménagements liés au zéro artificialisation nette, il y a les coûts de dépollution, il y a un certain nombre de choses comme ça. Alors, on anticipe un peu, ou on complète ce qu'on a dit tout à l'heure sur la question de l'écologie. Il y a dans le PLF quelques éléments très significatifs sur l'adaptation au changement climatique des bâtiments. D'abord, une exonération de principe des logements locatifs sociaux qui sont très mal classés en matière d'isolation FG et qui seraient très bien classés après les travaux A et B. Une exonération longue, 15 ans, voire 25 ans. Et ça, c'est tout à fait significatif de l'orientation de l'État. Alors, ce qui, en revanche, reste encore un peu ambigu aujourd'hui, c'est que d'habitude, quand l'État décide pour tout le monde, il compense. Là, le texte ne dit rien d'une compensation. On a eu récemment une intervention de Madame Pires-Beaune, députée du Puy-de-Dôme, qui est l'une des très grandes actives en matière de gestion, d'analyse des finances locales, qui est élue locale elle-même, et qui a rappelé cette règle, qui n'existe pas juridiquement, mais qui est quand même dans l'esprit. Quand l'État décide pour tout le monde, il doit compenser. Je pense que ça sortira effectivement au Sénat, d'autant plus que, en l'occurrence, les compensations, elles se font avec un an de décalage, donc ça serait sur le budget 2025. C'est peut-être tout simplement pour ça que la disposition n'est pas dans le texte. Et puis, deuxième élément sur la diapo suivante, là on est sur de l'exonération facultative. Alors, ça se substitue un peu à ce qui existait déjà, sur tous les logements, donc plus seulement les logements sociaux, âgés de plus de 10 ans, qui font l'objet de dépenses de prestations, de rénovation assez importantes, quand même, 10 000 euros en un an ou 15 000 euros en 3 ans, avec une durée d'exonération, cette fois facultative. Alors, elle est facultative, c'est plus compliqué. Elle est obligatoire, mais on peut l'atténuer.
en quelque sorte. Et on peut l'atténuer parce que là non plus, l'État n'a pas prévu de compensation. Ça se substitue au système entièrement facultatif qui existait jusque-là. Ça veut dire que, en pratique, les communes et les EPCI auront jusqu'au 29 février. C'est le grand avantage d'une année bissextile, c'est que ça te donne un jour de plus, jusqu'au 29 février pour décider, le cas échéant, de limiter le montant de l'exonération à une partie en fait de ce qui est prévu. Mais on voit bien à quel point l'État joue ici un rôle de locomotive sur la transition énergétique et est conscient par ailleurs que si on veut remettre ou laisser dans le marché, notamment locatif, un certain nombre de bâtiments, il faut aider les propriétaires à pouvoir le faire, que ce soit individuellement ou en copropriété, parce qu'on sait aussi qu'en copropriété c'est très compliqué. Autre adaptation, alors ça fait aussi partie d'une réponse à des revendications viennes sur ce qu'on appelle les zones de revitalisation rurale, dont la définition est assez ancienne. Bon, il y a nouveaux termes, moi j'aime beaucoup, on a les zones France Ruralité Revitalisation, on met la France partout, moi ça me plaît beaucoup, à titre personnel, c'est clair, avec un système, alors que je vais pas vous détailler, qui est un système d'identification des communes qui appartiennent à un EPCI où le revenu médian est relativement faible, ou bien où la démographie est en déshérence, donc d'où la revitalisation. Le côté rural, évidemment, on ne s'intéresse qu'aux communes rurales, avec des dispositifs en revanche fiscaux qui sont à peu près les mêmes qu'avant. Oui. On a de l'exonération de CFE, on a de l'exonération de foncier bâti, et on aura simplement à reformaliser tout ça. L'État va faire des classements, il y aura les zones normales, il y aura les zones plus, qui seront les zones encore plus marquées par le besoin de revitalisation, un arrêté qui sortira vraisemblablement certainement au cours du premier semestre, et puis donc la nécessité de remettre ça à plat. Il y a un point qu'on ne sait pas encore très bien, c'est quel sera l'impact sur les communes en tant que communes, puisque le classement en ZRR avait un certain nombre d'avantages, notamment sur une partie de la DSR. Est-ce que ça va changer beaucoup? Je ne sais pas. Ce que ça va changer, c'est la capacité à revitaliser le tissu, notamment sur le plan des entreprises, reprise d'entreprises, création d'entreprises, etc. Ouais. Arrêtons-nous quelques instants sur les questions que vous pouvez nous poser. Pas mal de questions sur la fiscalité. Première question, y a-t-il des particularités dans ce projet de loi de finances concernant l'outre-mer? Sur la fiscalité ultramarine, alors, il y a des particularités, il y a me semble-t-il, mais je vous avoue que je n'ai pas le texte en tête entièrement, il y a un certain nombre d'éléments sur l'appréciation de l'efficacité des dispositifs fiscaux, mais qui concernent davantage la fiscalité entreprise ou la fiscalité notamment des investissements personnels, si je puis dire. Sur la fiscalité ultramarine, il n'y a rien pour l'instant, mais on sait que la grande question qui est posée aujourd'hui, c'est celle de l'avenir de l'octroi de mer, puisque l'octroi de mer doit échoir notamment en 2026, et qu'il y a une vraie montée d'interrogation outre-mer, en fait, sur la pertinence de cet outil-là. Le problème, c'est que l'octroi de mer, il a une double vocation, c'est qu'à la fois, il est censé contribuer à l'atténuation des prix liés à l'insularité ou à l'éloignement, et en même temps, c'est la première ressource des communes outre-mer en matière fiscale. Donc, on a un enjeu, le travail est lancé, il existe, piloté par le ministère de la rue Oudinot, avec le concours évidemment des départements d'outre-mer. Il y a en revanche sur l'outre-mer un petit aspect sur les dotations, c'est la fin du rattrapage en quelque sorte. Puisqu'en 2019, on avait lancé un processus de rattrapage des dotations, qui était d'ailleurs alimenté par les autres communes, par les communes de métropole. Ce rattrapage est considéré comme atteint, donc il n'y a plus de changement sur ce plan-là. Je n'ai pas vu d'aspect spécifique, mais on pourra éventuellement le compléter si c'est utile. Autre question, où puis-je trouver le taux moyen appliqué dans mon département ? Il y a des notions au niveau, il y a le site de la DGCL qui est extrêmement bien fait en termes de cartographie, en termes même de données très stratégiques. On retrouve ces éléments-là, le taux moyen pondéré pour le département pour un certain nombre de taxes. On peut retrouver tous ces éléments-là sur le site de la DGCL avec la rubrique finance locale avec des données à la fois qui concernent la fiscalité et les finances locales au sens général. Et ensuite, département par département, on a ces différentes données. On peut même aller jusqu'à l'échelon, si on le souhaite, de son propre PCI
pour faire du comparatif, que ce soit en termes de données d'épargne brute, d'épargne nette, d'encours de dette, de toutes ces données qui sont stratégiques, qui permettent la comparaison. Voilà. Et on peut même compléter en disant, puisque là, on est vraiment dans du juridique, notamment pour ceux qui voudraient augmenter leur taux de TH, ils ont besoin de savoir s'ils peuvent le faire, que dans la circulaire classique qui sort en février sur les conditions d'adoption des taux, il y a les montants individuels par département. Question sur taxe d'habitation résidence secondaire. Ça, on en a parlé, vous y avez répondu sur la suppression des liens de taux. Question, où en sont les discussions sur la révision des bases locatives 1970 sur les locaux d'habitation? Alors, il y a une chose en revanche qu'on n'a pas dite, faute de temps, c'est que l'État va compenser la suppression de la taxe d'habitation sur les logements vacants pour les communes qui sont éligibles à la majoration, c'est-à-dire les communes, les nouvelles 2000 et quelques communes qui ont été classées en zone tendue, qui perdent du coup leur THLV de droit, parce que du coup la taxe sur les logements vacants va à l'État, enfin va aux structures de l'État, et on s'est rendu compte que mettre la majoration couvrait pas toutes les situations. Donc l'État s'est engagé à compenser la perte de la THLV, ça représente 23,5 millions à peu près. C'est un engagement pour toutes celles qui ont eu de la THLV en 2023, pour celles qui en auraient eu après, c'est pas de problème. Quant à la révision des valeurs locatives, on a pour l'instant les 2 années de décalage sur le foncier habitat, donc l'affaire est renvoyée à 2028. Et sur les locaux professionnels, je vais peut-être te laisser dire, parce que tu es beaucoup plus pertinent que moi. Sur les locaux professionnels, on y reviendra quand on va parler un peu du focus sur la fraction de TVA. C'est vrai qu'à la différence de la revalorisation des bases type logement, on n'a pas du tout la même chose, ça se fait à peu près tous les 6 ans. Il y avait une actualisation qui avait été faite il y a 6 ans. Les intercommunalités souhaiteraient qu'on utilise le même modus operandi que celui qui est fait pour les communes et pour leurs bâtiments. Et par rapport à la question, Julien, parce que la question de la revalorisation des bases, parce qu'on sait que depuis 1975, il y a quelque chose qui ne va pas, pour aller vite. Notamment en termes, parce qu'on a un système qui est basé sur du déclaratif. 5 départements ont fait une expérimentation. On a eu des résultats plus ou moins bons sur cette expérimentation. On sait que ça pourrait générer une sorte de bouleversement, notamment pour le contribuable. Parce que si on devait, avoir un mouvement national de vraie réactualisation et non plus de revalorisation, ça se traduirait aussi par la correction de beaucoup d'anomalies. Je pose la question quelquefois à certaines communes, quand elles commencent à traiter ces questions-là, du déclaratif, elles ont souvent beaucoup de surprises. Juste avec cet effet fait par la commune de correction, on peut avoir un produit qui augmente très rapidement, juste à l'initiative de la collectivité par le biais de sa commission communale d'impôt direct. Donc là, ce mouvement national, on a vu que cette expérimentation qui a été faite il y a quelques années au niveau de 5 départements ne s'est pas traduit par une vraie décision dans le cadre de la loi de finances, parce que, mettons un peu les pieds dans le plat, le sujet est quand même un peu plus compliqué, voire même polémique, parce que ça se traduirait aussi par des corrections d'anomalies qui, ipso facto, auraient un impact sur ce que paye le contribuable au niveau de sa taxe foncière. Et là, on ne parle plus d'effets coefficients de revalorisation ou de simple effet taux. On parle de vrais effets de déclaratifs et de logements qui sont classés de 1 à 8. 1 pour aller vite, c'est vraiment une villa, une très très belle villa. 8, c'est vraiment 4 murs. Pour aller vite. Donc à un moment, vous avez aussi cette classification qui quelquefois pose même problème d'une commune à l'autre, et on a ce système où on peut avoir, et on a même ce débat pour aller plus loin, même si malheureusement on n'a pas le temps. Vous avez des communes qui ont joué le jeu, qui ont fait ce travail-là, et des communes qui n'ont pas joué le jeu. Sauf que, par exemple, vous prenez une taxe d'enlèvement des ordures ménagères qui est instituée par la communauté de communes. Pour un même service, vous avez l'habitant de la commune A qui va payer le produit réel, et l'habitant de la commune B qui ne va pas payer le produit réel. Et là, vous avez un vrai débat qui est davantage politique que fiscal ou financier.
Après, comme tu le dis, hein, il y a une vraie difficulté et il y a une logique de courage politique. Vous êtes bien trop jeune pour avoir connu ça, mais moi j'étais en fonction en 92, il y a 32 ans, quand on a essayé déjà d'introduire la refonte des valeurs locatives qui avait été entièrement réalisée. Et en fait, le Parlement, au dernier moment, a reculé devant l'obstacle parce que les redistributions, les bouleversements infracommunaux étaient considérables. Est-ce qu'on y arrivera ? Avec peut-être un temps très long d'adaptation. Le problème d'un temps très long d'adaptation, c'est que quand on arrive au bout du temps d'adaptation, on est de nouveau obsolète. C'est un vrai sujet, hein. C'est clairement un vrai sujet. Poursuivons, nous allons traiter 2 volets, encore un petit focus sur la fraction de TVA, Mohamed, effectivement, et ensuite on parlera investissement. J'en ai parlé, Julien, c'est vrai que ça devient, maintenant, hein, une ressource importante. 27% de la TVA nationale est fléchée au niveau des collectivités locales, régions, départements, groupements à fiscalité propre. Donc c'est quand même déjà très important. La loi de finances avait prévu la contemporanéisation, c'est un terme un peu barbare, mais pour éviter en fait le décalage, parce qu'on sait que la TVA elle est vraiment connue avec du décalage. Les collectivités et leurs établissements donc doivent faire preuve d'une prudence parce qu'on l'a constaté, il y a un décalage entre ce que, c'est normal, les services fiscaux doivent transmettre aux collectivités leur fraction de TVA. Elles ont besoin de cet élément-là pour bâtir leur budget. Sauf que ce qu'on a constaté cette année, c'est un fort décalage à la baisse. Pourquoi? Parce que la consommation, on n'est pas devin pour connaître vraiment les montants de consommation au niveau national. Et donc c'est une année, voire 2 années après, qu'on connaît vraiment le montant de la consommation et du vrai niveau de TVA qui aura été prélevé et qui pourra être reversé aux dites communes, aux dites collectivités, pardon, régions, départements. Donc là, ici, j'invite et j'incite vraiment les collectivités, notamment moins les régions, comme le disait Luc Alain, où il y a une vision un peu plus précise, mais pour départements, EPCI à fiscalité propre, prudence en matière de fraction de TVA, et surtout là on peut faire que le constat, c'est-à-dire cette notion de dépendance dont Luc Alain a parlé, DGF plus fraction de TVA, si vous faites l'exercice d'aller voir ce que ça représente, la part de ce que ces ressources représentent au niveau des ressources d'une entité, c'est quelquefois 60%. Oui. Donc vous voyez qu'à un moment vous avez plus... parce qu'à un moment, un EPCI ne va pas forcément pouvoir jouer sur son volet recettes, notamment produit des services. Hein. Donc voilà. Alors il y a une réflexion en cours. Hein. Il est probable que le PLF sortira du Sénat avec un article prévoyant une adaptation du système, notamment pour éviter les fluctuations que tu évoques, éventuellement en concentrant la régularisation sur l'année d'après, au moins pour que, en tout cas, le texte est en cours de débat, poussé fortement par les départements d'ailleurs sur ce point, qui sont les premières lignes par rapport à la question. Continuez pour les 20 dernières minutes, 20-25 dernières minutes qui nous restent à poser vos questions. Abordons cette dernière partie qui n'est pas la moins importante, évidemment. C'est certain. Surtout avec ce que l'on va évoquer, pour faire simple, hein, le verdissement de l'ensemble d'ailleurs, hein, je dirais des compétences, des activités du bloc local. On a beaucoup parlé en achat public. Évidemment, c'est le cas aussi en finances locales. Alors, sondage, répondez, chers auditeurs, répondez en direct. Votre collectivité envisage-t-elle de recourir à un emprunt en 2024 ou 2025 ? Alors, je tiens à préciser que c'est pas ma question, hein, quoique effectivement soit de la Banque Postale, ça nous intéresse bien sûr la réponse, mais parce que nous suivons en fait les logiques de financement, on sait qu'un tiers à peu près des investissements locaux sont financés par de l'emprunt. Voilà. C'est intéressant de savoir si les comportements vont changer ou pas. Et il y a une nécessité d'emprunt. On en a parlé déjà, on va en reparler de la transition écologique, et là il y a un sujet qui est la fameuse dette verte, oui. Tout à fait lié. Donc là, sur le soutien à l'investissement local, on voit, j'en ai parlé quelque peu, tout d'abord le fonds vert. Le fonds vert, c'est à peu près 2,5 milliards d'autorisations d'engagement, donc on voit que c'est quand même important.
On nuancera le propos quand on verra aussi les crédits de paiement qui sont souvent inférieurs, mais on voit que l'effort est quand même important et qu'il faut le noter. Absolument. La DETR est pratiquement stable, donc la DETR aussi, même principe, hein, dotation d'équipement des territoires ruraux, hein, où on voit que là c'est au niveau d'une commission, au niveau de chaque département, avec le président de la commission DETR qui est un élu, avec le préfet qui est présent, et il y a une logique aussi d'enveloppe avec un certain nombre de rubriques. Et là on voit que les projets ayant un caractère environnemental peuvent être financés, ces projets-là passent de 25 à 30%. Pour la DSIL, la dotation de soutien à l'investissement local, qui est un peu plus précise, qui avait déjà quand même des crédits qui étaient fléchés sur l'environnement, sur tout ce qui était énergétique, sobriété énergétique, on voit aussi là qu'on est passé à 30%. Donc on a les 3 principales enveloppes qui concernent le soutien à l'investissement local, donc on peut s'en réjouir parce que ça permet quand même de soutenir un certain nombre de projets des collectivités, mais une fois qu'on s'en est réjoui, on peut aussi apporter un regard quelque peu critique. Pourquoi? Parce que on voit, et c'est là où on y reviendra, on en a déjà parlé sur cet effet un peu guichet qu'on connaît maintenant. Lucas Alain en a parlé. Certes, il y a la dotation globale de fonctionnement, il y a les fameuses variables d'ajustement, et il y a aussi cette logique-là. Et les associations d'élus, l'association de maires de France ou les intercommunalités, font remonter que, par exemple, une partie du fonds vert a été financée grâce à la CVAE, grâce à une partie de la CVAE, et il y a eu aussi quelque peu polémique sur quelle répartition entre le fonds vert et la DSIL. Parce que souvent, on a ça. On a une partie de la DSIL qui a financé le fonds vert au niveau local. Donc, il n'y a plus cette logique d'enveloppe qui pouvait permettre à certaines collectivités d'aller chercher un peu de DETR, un peu de fonds verts et un peu de DSIL. Et l'autre argument qui est moins financier, qui est beaucoup plus technique, c'est que, entre guillemets, c'est une sorte de choix qui est fait. Les collectivités qui ont de la ressource interne, notamment en termes d'ingénierie, qui sont déjà en avance sur la sobriété énergétique, ont tendance à pouvoir modéliser. C'est pas donné à toutes les collectivités de calculer, par exemple, l'empreinte carbone de son projet. Allons vite, c'est pas facile. Donc, elles vont faire quoi, ces collectivités, si on parle un peu de cas concrets? Elles vont externaliser, faire appel à un cabinet qui va, par exemple, leur dire, oui, votre bâtiment, il va être en norme BBC, si vous faites ceci, vous faites cela. Mais pour une collectivité, ça a un coût. Et quelquefois, quand elle fait le comparatif entre ce que le fonds vert pourrait lui apporter et ses coûts d'investissement, et notamment d'externalisation de ressources qu'elle n'a pas en interne, ça peut aussi mettre en difficulté un certain nombre de projets. Donc voilà un moment, mais des enveloppes quand même importantes, avec, on le voit, un vrai verdissement du soutien à l'investissement local. En fait, quand tu dis qu'au niveau local, on a parfois de la DSIL qui a été intégrée dans le fonds vert, ça veut dire que l'État recycle un peu. C'est ça. Mais le recyclage, c'est dans la nature même, je dirais, de la transition écologique. Vous êtes 76% à nous répondre oui. Votre collectivité envisage-t-elle de recourir à un emprunt en 2024 ou 2025? Très bien. Donc, les 3/4 on répond oui. Mais ça montre aussi une logique un peu d'optimisme, je dirais, par rapport à la situation financière, parce qu'on sait qu'un emprunt, il faudra le rembourser, et en même temps... Alors, optimisme ou obligation Alors, on peut effectivement répondre sous les deux angles. Et je vais renvoyer ici à une étude qu'on a publiée tout récemment avec le cabinet I4CE, l'Institut européen pour l'économie du climat, où on essaye d'analyser la capacité à financer le supplément d'investissement nécessaire à l'accélération de la transition énergétique. Moi, la réponse, je dirais, c'est une obligation parce que c'est une nécessité. Je veux dire, on sait qu'il faut y aller. Bon. Après, les moyens, alors les moyens, ils sont variés, je renvoie tout le monde à l'étude, mais on voit bien qu'on n'y arrivera sans doute pas uniquement par des mesures de redistribution ou de redirection interne. On peut pas abandonner tous les autres investissements, c'est pas possible. On peut difficilement envisager de doper l'autofinancement en supprimant un certain nombre de services publics. Et donc, il y aura du recours à la dette. Nous n'imaginons pas qu'on n'ait pas besoin d'augmenter effectivement la dette locale. Alors, on sait, rappelez-vous le graphique du début, c'est un peu contradictoire par rapport aux orientations de l'État. Donc, il y a la nécessité de la transition, le levier de l'emprunt, qui n'est pas le seul, qui va rester à peu près, nous semble-t-il, au niveau où il est aujourd'hui. Mais on n'imagine pas véritablement des solutions différentes. Quant à la question concrète du faisable, comme l'a dit Mohamed, il faudra quand même trouver des entreprises pour réaliser des travaux.
Il faut avoir de l'ingénierie en interne. Et c'est vrai qu'à ce stade, nous, on regarde beaucoup le rôle que pourraient jouer davantage les intercommunalités, voire les agences techniques départementales, en matière d'apport, notamment dans le milieu rural, sur ces questions-là. Moi, c'est un chiffre que je trouve plutôt cohérent, parce que c'est vrai que cette notion de cycle que j'apprécie au sein d'un mandat, les fameux 2 cycles qu'on a, on voit que les collectivités, tout d'abord, n'ont pas les projets les plus structurants en début de mandat. C'est-à-dire qu'on a tendance à faire de l'investissement courant, au niveau des écoles, au niveau de la voirie, au niveau des établissements sportifs et culturels. Et qu'ensuite, les grands projets, avec une nouvelle équipe en 2020, là on voit qu'il y a une vraie réflexion et que généralement, ça a compté de 2023, 2024 et fin du mandat en 2025, la notion aussi d'emprunt d'équilibre qui vient à un moment aussi boucler le PPI et la prospective financière en estimant que, voilà, attention peut-être, je sais pas, Luc Alain, est-ce qu'il peut y avoir un goulot d'étranglement par rapport à la disponibilité des crédits pour les collectivités ou pas? Alors, la réponse actuelle, très clairement, c'est non. Il n'y a pas de problème de liquidité, il y a suffisamment d'organismes prêteurs, il y a suffisamment de financement, de refinancement plutôt à l'extérieur. Il y a la question des taux, bien sûr, mais on en a un peu parlé. En revanche, j'en profite pour dire, et c'est un débat qui existe notamment entre établissements financiers, que les investisseurs qui refinancent aujourd'hui les systèmes de prêt aux collectivités locales sont de plus en plus eux-mêmes orientés vers la logique verte de ce qu'ils financent. Prenez le fonds norvégien souverain par exemple, eh bien il est clair qu'aujourd'hui, les actifs qu'ils cherchent sont des actifs qui sont de plus en plus verts. Et ça se traduit pour les banques, y compris notamment les banques françaises, par la volonté de développer aussi leurs prêts dans ces directions-là. Bon, c'est ce que nous faisons, c'est ce que font d'autres établissements financiers. Et c'est vrai que du coup, la question qui pourrait se poser sera moins celle du financement des investissements de la transition écologique que celle du financement du reste. Pour faire simple, est-ce qu'une commune rurale demain trouvera des prêts pour financer sa voirie, alors que la voirie, sauf si vous y mettez des pistes cyclables, elle n'est pas dans les priorités. Mais bon, on ne peut pas mettre des pistes cyclables sur tous les chemins vicinaux. Autre question sondage, et cette fois-ci sur le fonds vert. Votre collectivité a-t-elle sollicité le fonds vert? Je vous laisse répondre à cette question et on donnera le résultat juste après. Mais le fonds vert, ça nous intéresse. Donc, fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires, fonds important, 2,5 milliards d'autorisation d'engagement. La notation d'autorisation d'engagement, c'est qu'on est sur un cadre pluriannuel et avec quand même 1,1 milliard de crédits de paiement. Donc là, on voit, c'est pratiquement l'équivalent de la DETR 2024, qui a 1 million. Absolument. C'est pratiquement, c'est même plus, à 50 millions d'euros près. Donc avec 3 grandes cibles. Tout d'abord, la rénovation énergétique des écoles, on l'a vu, et ça c'est à la fois énergétique et l'effet aussi crise sanitaire. On avait déjà vu ces débats-là, notamment sur la circulation de l'air au sein des écoles. Les territoires d'industrie qu'on voit dans certaines collectivités, avec un regroupement de PCI pour soutenir un certain nombre d'activités, tout ce qui a trait au photovoltaïque à titre d'exemple, et les autorités organisatrices de la mobilité en milieu rural. C'est très technique, mais c'est quoi? C'est qu'à un moment, on a des enveloppes, c'est comment organiser la mobilité douce en milieu rural. Comment traiter le plan cyclable, la conurbation entre certaines collectivités, entre certains villages. En milieu rural, là, nécessairement, il faut un soutien. Dans les grandes métropoles, on a cette logique de plan cyclable, de bandes cyclables, de pistes cyclables. Et voir comment on peut organiser, c'est pas toujours facile, la mobilité douce au niveau rural. Donc on a des autorités qui existent avec le bus, avec un certain nombre de bus, ou avec le vélo, avec un certain nombre aussi de plans vélo. Elisabeth Borne en avait parlé. Voilà. Donc voilà pour le fonds vert, avec des actions qui sont financées, qui vont concerner la performance environnementale, donc tout ce qui a trait à la rénovation énergétique des bâtiments locaux, le soutien aussi au tri à la source et à la valorisation des biodéchets, donc toutes les structures qui gèrent les enlèvements, la valorisation et le traitement des ordures ménagères seront concernées, et le renouvellement de l'éclairage public. Absolument. Et là, on voit des collectivités qui sont d'ores et déjà en pointe, même antérieurement au fonds vert, qui ont mis en place de la Smart Cities, avec vous voyez, un quartier qui peut s'éteindre en fonction de certaines heures, en fonction du passage. Donc on voit que des collectivités sont assez avant-gardistes. Vous avez également l'adaptation des territoires au changement climatique. Donc là, on le voit, on a le cas malheureux du Nord-Pas-de-Calais qui concerne aussi tout ce qui est prévention des inondations.
là aussi, il faut le dire, sans être critique, hein, mais c'est bien de le rappeler, qu'il y avait eu très peu d'efforts par le passé sur ces compétences-là. Compétences eau, il y a le plan eau dont on parlera pas forcément aujourd'hui, et annoncé par le président de la République, mais qui va avoir un impact, et le PLF 2024 en parle, Luc Alain, notamment sur les redevances qui vont concerner l'agence de l'eau. Assainissement, tout à fait. Vous avez la question des forêts, des incendies, donc on a vu aussi par rapport à l'actualité, et vous avez le thème important des zones CFE, hein, avec l'amélioration du cadre de vie, le recyclage des friches. Donc vous avez le fonds vert est amené à vocation à financer ces différents programmes. Voilà. Avec des éléments complémentaires qu'on trouve par exemple sur les zones à faible émission mobilité, l'affectation géographique des amendes, contrairement à ce qui existe pour la totalité des amendes de police, l'affectation géographique dans les communes où les amendes auraient été constatées sur des zones à faible émission mobilité. Et puis sur la biodiversité, un élément qu'on n'a pas évoqué sur les dotations, mais qui est quand même significatif, c'est le passage à 100 millions d'euros de la dotation qu'on appelait au départ Natura 2000, puis biodiversité, et qui s'appelle désormais aménité rurale, pour financer en fait toutes les communes, dont une partie du territoire assez significative, et dans une aire protégée, dans une zone protégée. Donc c'est plus simplement les zones Natura 2000 ou les parcs naturels régionaux, c'est les réserves naturelles, c'est les réserves biologiques, c'est un certain nombre de choses, et tout ça est intéressant. Moi j'aime bien l'outre-mer. Alors on parlait de l'outre-mer par exemple pour protéger je crois qu'il y a une variété d'iguanes en Guadeloupe notamment qui mérite peut-être un traitement particulier à ce titre. Vous êtes 56% à nous répondre oui, votre collectivité a-t-elle sollicité le fonds vert? 56%. C'est pas mal, ça. Mais il y a une vraie incitation de la part aussi des préfectures et des sous-préfectures. Et là, il faut le noter quand ça se passe bien, où les services de l'État ont bien conseillé les collectivités pour flécher un certain nombre de leurs dossiers sur le fonds vert. Et c'est vrai qu'on peut le noter, beaucoup de collectivités ont pris conscience de l'importance des investissements verts au global, qui peuvent concerner la sobriété énergétique ou d'autres thématiques. Moi, je le vois dans les projets qu'on est amené à traiter en termes d'investissement, notamment sur les différents pôles commandes publiques. On voit qu'à chaque fois, il y a maintenant cette question, quand il y a une construction, quand il y a une rénovation de bâtiment, la question environnementale devient importante. Elle devient très importante. Dernier sondage pour vous, chers auditeurs. Votre collectivité réfléchit-elle à mettre en place un budget vert? Budget vert dont on parle beaucoup et qui est un élément nouveau dans le projet de loi de finances. Oui, non, et on reviendra sur vos réponses. Alors le budget vert, effectivement. Budget vert, c'est vrai qu'un amendement a été déposé, avec soit obligation, soit, forte incitation, ou sur la base du volontariat. Moi, je pense qu'on y viendra, et c'est une question qui peut être... Aujourd'hui, c'est sur la base du volontariat. Certaines collectivités le font. Il n'y a pas de base de volontariat, comme par exemple, on a pu le voir sur le compte financier unique. Alors, sur le compte financier unique, je prends juste cet exemple-là, on a une vague d'expérimentation où des collectivités ont pu expérimenter le compte financier unique, et on sait qu'à l'horizon 2026, toutes les collectivités devront passer au compte financier unique. Sur le budget vert, on sait que certaines collectivités ont un budget vert. La question, c'est comment faire? Pas facile, parce qu'il y a plusieurs méthodes qui existent. La méthode carbone, où on vient essayer de mesurer l'empreinte environnementale, l'empreinte carbone des actions et des opérations mises en place par l'entité. Il y a une méthode que moi j'apprécie, c'est la méthode de classification des flux financiers en fonction de leur impact environnemental. Si vous avez un code couleur, du vert foncé si le projet est plutôt favorable à l'environnement, du marron plutôt foncé aussi si c'est très défavorable, et une couleur neutre. C'est important aussi la communication financière. Bien sûr. De comprendre, notamment parce qu'il y a plusieurs acteurs qui sont concernés, les élus au premier rang, et ensuite les citoyens qui sont des usagers, mais qui sont également des administrés et qui sont des contribuables. Et à un moment, si vous avez par exemple la maquette budgétaire qui est un peu amphigurique, M14 ou M57, c'est pas la bonne méthode pour présenter le budget vert. C'est vraiment, autant que faire se peut, essayer, avec un code couleur, d'essayer de mettre en évidence, en lumière, l'empreinte environnementale de la collectivité. Et vous avez une troisième méthode de la pondération en fonction 0% s'il n'y a pas d'impact environnemental, 100% s'il y a un impact plutôt favorable et plutôt en négatif s'il y a un impact défavorable. Alors, ce qui est aujourd'hui dans le texte, c'est clairement la deuxième méthode évoquée, dans une situation qui est assez claire, pour la comptabilisation, obligation
pour les collectivités de plus de 3500 habitants, de présenter une annexe à leur compte administratif 2024. Donc, il faut déjà s'y préparer, sachant que le texte parle aussi de budget, mais renvoie vraisemblablement à plus tard l'annexe budgétaire proprement dite. Je pense que c'est effectivement intéressant. Alors on verra dans quelle mesure l'État laisse à la fois une forme finalement d'expérimentation quand même un peu formelle ou méthodologique pour arriver, parce que c'est quand même ce qui est prévu, à une normalisation. Est-ce que ça passera par une adaptation de la nomenclature? Est-ce que ça passera par d'autres outils? Mais c'est clairement aujourd'hui l'enjeu qui se manifeste, permettant à chacun de voir. Pour autant, c'est clair que c'est loin d'être simple, hein, parce que une dépense peut être multicolore, je dirais. J'évoquais notamment avec une grande région qui est relativement avancée, l'ampleur des travaux qu'ils mènent, par exemple, dans leurs aides à l'agriculture, dans leurs aides à l'environnement, en matière de protection de la biodiversité, en matière de méthode d'élevage, par exemple. On voit à quel point l'enjeu est très fort, politiquement très important, avec des débats entre un vice-président environnement et un vice-président agriculture qui n'ont pas nécessairement les mêmes priorités. L'avantage de cette méthode-là, c'est qu'elle permet au moins de montrer les choses. Et le fait de montrer, c'est, comme tu le disais en introduction, faire un rapport d'orientation budgétaire, c'est montrer des choses pour permettre la définition des stratégies. Et on vous l'a mis à l'écran, c'est une fiche à venir sur votre Intégral Finance. Je rappelle pour ceux qui ne savent pas qu'ils sont avec nous, Intégral Finance, c'est l'accès à nos collections de documentation consacrées aux finances, comptabilité, budget, et notamment avec l'intervention essentielle de Mohamed sur ces contenus, avec vos mises à jour en permanence pour... Vous avez un budget vert de la réglementation. Non, on y réfléchit pour 2024 parce que on avait déjà l'agenda 21, oui, beaucoup de démocratie participative, oui, et l'idée c'est qu'on était tout le temps limité, c'est-à-dire qu'au moment du budget, on avait tendance à voir côté du rapport budgétaire, on mettait en évidence ce qu'on faisait en termes d'environnement, pistes cyclables, sur la sobriété énergétique. Et là, pour monsieur le maire, c'est une vraie volonté. Oui. Une vraie volonté, pas que pour communiquer, mais vraiment pour avoir aussi, Luc Alain, des indicateurs. À savoir si on fait mieux qu'avant. Et ça, c'est important. Parce que c'est vrai que, attention au thermomètre, hein. Là, les collectivités qui vont le faire peuvent avoir aussi des mauvaises nouvelles, mais c'est pas grave. L'idée, c'est de commencer et d'avoir ce fameux thermomètre qui permettra de s'améliorer. Parce que je pense que nombre de collectivités ou d'établissements ont peut-être le sentiment d'intervenir au niveau de l'environnement, alors que ce n'est pas le cas, ou inversement. Hein. Je suis sûr que beaucoup de collectivités font déjà énormément de choses en termes environnementaux, que ce soit sur l'éclairage public, que ce soit sur la sobriété énergétique, ou que ce soit sur tout ce qui est vélo et mobilité douce, mais elles ne le valorisent pas assez. Donc on y réfléchit pour 2024. Résultat du sondage, votre collectivité réfléchit-elle à mettre en place un budget vert? Vous êtes 33% de vous répondre oui. Alors, je ne sais pas ce que ça s'appelle un commentaire. Je ne m'attendais pas à une proportion aussi importante d'un certain point de vue. Alors peut-être que le contexte facilite l'accélération du processus, mais c'est vrai que c'est quand même assez significatif. On va prendre une dernière question pour terminer notre émission. Dernière question sur l'investissement, bien sûr, hein, sur la dernière partie qu'on a évoquée. Les emprunts à taux variable ont subi de très fortes hausses des taux d'intérêt en 2023. Savez-vous si pour 2024, ces hausses vont se poursuivre? Quelle est la tendance? Je vais peut-être laisser le gestionnaire dire comment lui voit les choses dans ses anticipations. Ben, là, c'est vrai que par rapport à l'emprunt, on a une stratégie qui consiste à faire un choix, où on essaie quand même de minimiser les risques. Minimiser les risques, c'est pas aller tête baissée vers du taux fixe, hein. C'est en fonction du projet, en fonction de la durée du projet. Et typiquement, pour une usine, je prends un cas concret sur une usine de pré-traitement d'eau potable qui va avoir une durée de vie de pratiquement 40-50 années, on n'hésitera pas, on ira plutôt sur du taux fixe, avec, même s'il est haut, parce qu'on sait qu'à un moment, on aura quand même la ressource qui est plus ou moins élastique, parce que c'est, entre guillemets, le prix de l'eau qui doit financer l'eau. Pour un projet dont le financement est plutôt à court terme, par exemple sur 5 ans, voire sur 10 ans, là, on prendra le risque d'aller sur du taux variable. On prendra le risque, que ce soit sur une ligne de trésorerie, un emprunt à court terme, pour financer, par exemple, une opération en particulier. On ira plutôt sur du taux variable avec, bien entendu, en essayant, en tant que faire se peut, de se prémunir contre un certain nombre de risques. Alors, juste pour compléter, sous l'angle purement financier, je disais tout à l'heure que la courbe des taux montre qu'aujourd'hui, les taux courts, donc ceux dont on parle, sont plus élevés que les taux longs. Et effectivement, on pourrait se dire, du coup, ils sont trop chers.
Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que ça signifie que pour les marchés, les anticipations de nos cours, en revanche, sont fortement à la baisse. C'est-à-dire en fait, quand vous avez un taux long qui est aux alentours de 4,20 et un Euribor, par exemple, qui est à 5, ça veut dire que les marchés anticipent que dans 6 mois, 1 an, 2 ans, le taux court, il sera redescendu à 2 ou 2,5. Et donc, dans ce raisonnement-là, prendre du taux variable, ça a du sens. Sauf qu'il faut se rappeler que les marchés se trompent toujours, après coup, tout simplement parce qu'ils ne connaissent pas l'avenir, ni eux, ni moi, ni nous. Ça fait partie des risques naturels de la gestion publique. Absolument. Et ben c'est sur cette belle conclusion qu'on va arriver au terme de cette masterclass. Alors je vous rappelle l'adresse smart.vk.fr, vous retrouverez l'espace des masterclass. Je vous rappelle qu'il y a des masterclass, des cycles qui existent en achat public et en RH public. Et là, on ouvre ce nouveau cycle de masterclass en finance. Je vous mets le programme 2024. Alors, c'est un extrait du programme. Vous retrouvez l'intégralité sur l'adresse que je vous ai indiquée. Donc, on parlera effectivement PPI, on parlera budget vert, dont on a un petit peu parlé aujourd'hui aussi, stratégie patrimoniale. Voilà, on parlera des grands sujets qui vous intéressent, j'en suis certain. Si vous voulez plus d'informations, je vous mets à l'écran le mail et le numéro de téléphone pour tout besoin d'informations. Je vous donne rendez-vous pour la première donc, de ce cycle au mois de janvier. Le 10 janvier, on parlera transition écologique. Voilà. Bon, la transition est toute faite, outils et méthodes, avec Philippe Roger de l'AFL et Clément Bousquet. Il me reste à vous remercier qui nous avez suivis aujourd'hui, nombreux. Merci beaucoup. J'espère vous retrouver le 10 janvier, nombreux également pour ce cycle et les autres émissions tout au long de l'année. Je remercie très vivement, très chaleureusement Luc-Alain Verviche et Mohamed Toubi d'avoir ouvert ce cycle. Merci beaucoup à tous les deux. Merci à toi et merci à tous les participants. Merci à Chloé Roche et Cynthia Nguyen en régie. Et encore une fois, merci à vous et à très bientôt.